France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bien le bonjour chez vous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, votre rendez-vous de liberté d'expression chaque jour entre 16h et 18h. C'est le Grand Forum, ravi de vous retrouver avec une belle émission encore aujourd'hui et deux invités dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Le professeur Christian Perron qui est l'auteur d'un livre sorti chez Albin Michel au mois de juin dernier. Et un best-seller d'ailleurs puisqu'il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Il est surtout chef des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. On fera le point sur toutes ces annonces. Le confinement, est-ce utile ou pas? Le Covid-19, faut-il en avoir peur de cette seconde vague? Nous aborderons ces sujets avec le professeur Perron dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Deuxième invité tout à l'heure, monsieur Antoine Alibert. Il est conseiller d'arrondissement adjoint au maire du 20e arrondissement de Paris, en charge des solidarités, des affaires sociales et du plan climat. Sera avec nous pour commenter l'actualité et pour répondre à cette question du jour aujourd'hui que nous vous posons. Vous le savez, numéro vert mis en place par le ministère de l'Intérieur afin de dénoncer d'éventuelles radicalisations. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui sur Twitter, le Grand Forum FM2. Pour l'instant, pour à seulement 22%. 68% donc contre cette possibilité, donc au travers d'un numéro vert, de dénoncer une éventuelle personne radicalisée. Tous ces sujets que nous aborderons aujourd'hui avec Maître Besma Maghrebi qui sera avec nous, et Rudy Kazi également qui reviendra sur le discours de Jean Castex. Tout un programme, soyez les bienvenus. Dans un instant donc, un petit tour du côté du quiz et des questions de ce mardi 3 novembre. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2, le Grand Forum, ça revient dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Confinés, nous sommes confinés, nous devrions être pendant un petit moment. On en reparlera dans un instant avec notre invité Christian Perron, professeur Christian Perron, chef des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches, qui sera avec nous dans un instant pour tenter d'y voir un petit peu plus clair sur toutes ces questions qui restent pour l'heure sans réponse. Dans 10 minutes, professeur Perron sur France Maghreb 2. Et tout à l'heure donc pour parler de toute cette actualité autour du Covid, de la Covid, autour de cette impréparation du gouvernement, autour de ces annonces, puis parfois contredites, comme ce matin, Gabriel Attal qui nous annonce le retour d'un couvre-feu éventuel sur Paris et la région à 21h, et puis ensuite démenti par Castex, et ensuite on nous dit que l'option est visiblement sur la table, donc on n'y comprend plus grand chose. On va tâcher d'y voir un peu plus clair avec Antoine Alibert, qui est conseiller d'arrondissement, mais aussi adjoint au maire du 20e des solidarités, des affaires sociales et du plan climat, qui sera avec nous, et aux côtés de Rudy Kazi et de Maître Maghrebi, qui seront avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 pour commenter l'actualité avec vous, avec nous, au 01 40 33 9000, le téléphone, le standard vous est toujours réservé. Et cette question du jour, à laquelle d'ailleurs vous pouvez répondre sur Twitter d'ores et déjà, sur France Maghreb 2, sur le Grand Forum FM2 sur Twitter. Le numéro vert mis en place par le ministère de l'Intérieur qui vise à dénoncer les personnes radicalisées. Est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui. 22% d'entre vous sont pour, et bien le reste contre, forcément. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000 pour ou contre ce numéro vert mis en place par le ministère de l'Intérieur. Certains dénoncent justement de la délation possible au travers de ce numéro vert, et délation qui nous rappelle d'ailleurs des heures sombres de notre pays. Eh bien, on peut en parler ensemble et avec vous au 01 40 33 9000.
On se rappelle d'ailleurs qu'il y avait eu quelques délations de ce type-là en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo et après les attentats du 13 novembre dernier. On peut se poser la question sur la fiabilité de cette pratique mise en place donc par le ministère de l'Intérieur. 01 40 33 9000, qui est avec nous? Oui, c'est Jamel de Bonjour Chanteloup. Jamel de Chanteloup, comment ça va mon Jamel? Bah écoute, ça va toi Christophe? Ça va très très bien mon Jamel. Ouais, bah, bonjour à toutes et tous, hein. J'en profite pour saluer tout le monde, hein, avec toi ou derrière le poste. Merci mon Jamel. Alors, pour ou contre cette mise en place du numéro vert par le ministère de l'Intérieur, est-ce que c'est une bonne chose selon toi? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Je t'ai répondu sur Twitter, donc maintenant c'est de la dénonciation citoyenne. Donc citoyenne, balance ton pote. Balance ton pote. Je vais pas changer la lettre de pote. La lettre O, on va la laisser, par politesse. Mais en gros, c'est l'encouragement à de la délation. La délation et la dénonciation sont deux choses différentes. Mais là, pour moi, Oui, c'est deux choses identiques. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que si cela peut permettre peut-être d'échapper à une préparation d'un attentat de quelqu'un qui semblerait s'être radicalisé, est-ce que c'est pas une chose éventuellement à ouvrir? On appelle le 17. Écoute, moi je vais te raconter rapidement l'anecdote d'un ami à moi que je connais, qui est quelqu'un de notable à Pontoise, dans le 95. Il a un salon de coiffure. Ce monsieur, il a le crâne un peu rasé, il a un peu de barbe, il galère à pousser, d'ailleurs dès qu'il galère à pousser. Il était à la gare de Pontoise, ouais. Dans son véhicule, une petite fourgonnette qu'il avait, tout était tout légal, il avait 2 chiots. Un de ses chiens défecte dans le camion. Ouais. Alors là, il fait mais je vais rester poli. Mais ça pue, c'est une accident, je vais le cramer ce camion. Il y a une dame à côté qui entend ça. Elle appelle les flics. L'autre, il est là en train de nettoyer. Il s'est fait embarquer, on l'a pas vu pendant 3-4 jours. Interrogation, terrorisme, donc le Valois et compagnie. Ouais. Voilà ce que ça peut donner. Moi, je suis d'accord. Voilà ce que ça peut donner. Quand on a des comportements réellement. Ouais. Voilà, je suis d'accord, mais pour moi, c'est la porte ouverte. On est dans une période où les gens flippent. On flippe du Covid, on flippe de l'autre. Donc, en plus, si on donne le bâton pour se faire battre, ça va rajouter des problèmes. Pour moi, on en est là. Pour moi, c'est de la délation, et c'est pas la même chose. Donc, non, moi, je suis contre. Ça Très bien. Mais à qui? T'as voté contre, donc tu fais partie de ces 78% qui ont voté contre sur Twitter, et vous pouvez continuer donc de voter sur le grand forum FM2. Merci mon Jamel. Il n'y a pas de souci. Allez, à plus bientôt. tard. On vous pose la question clairement parce que c'est vrai que c'est une méthode un petit peu particulière que de mettre en place ce numéro vert pour essayer de dénoncer. Oui, cela vise à dénoncer des personnes éventuellement radicalisées. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? À quoi détecte-t-on une personne qui se radicalise? Est-ce que c'est parce qu'elle se laisse pousser la barbe? Est-ce que elle change de comportement? Est-ce que c'est parce qu'un homme ne veut plus serrer la main aux femmes? Est-ce que c'est une femme qui met soudainement le foulard sur la tête? Il y a toutes ces petites choses qui font que voilà, on peut éventuellement s'interroger sur qu'est-ce qu'une personne radicalisée. Et en tout cas, ce numéro vert mis en place pour tenter de dénoncer des personnes en voie de radicalisation. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Vos avis nous intéressent. 01 40 33 9000. Pour nous appeler, on en reparlera évidemment tout à l'heure avec nos invités, avec Rudy Kazi, avec Maître Maghrebi, avec Antoine Alibert, qui pour l'instant sont un petit peu pris dans les embouteillages. C'est vrai qu'en ce moment on se demande s'il y a confinement parce que franchement les routes sont surchargées, dans les transports c'est idem. Donc on se demande d'ailleurs s'il ne va pas y avoir d'ici quelques jours un renforcement du confinement et une invitation stricte à faire du télétravail pour les entreprises. Parce que là on s'aperçoit finalement que ce confinement ne ressemble à rien, il n'est absolument pas suivi, tout le monde y va de sa petite sortie et toujours autant de monde dans les rues, dans les transports, donc ça pose quand même une petite problématique. On va tâcher d'ailleurs d'y voir un tout petit peu plus clair dans un instant avec notre invité, le professeur Christian Perron, avec nous sur France Maghreb 2. À ne pas louper, un entretien à suivre sur votre radio avec plein de questions à poser au professeur Perron. On est de retour très vite sur France Maghreb 2, c'est votre émission Liberté d'expression, c'est le Grand Forum tous les jours, lundi au vendredi, 16h-18h. Dans le Grand Forum, aujourd'hui, nous recevons le professeur Christian Perron, qui est chef des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Professeur, bonjour.
Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également l'auteur du livre Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise aux éditions Albin Michel. Ce livre est sorti au mois de juin dernier et qui a d'ailleurs fort bien marché puisque vendu à plus de 120 000 exemplaires, hein, c'est ça ? Oui, plus de 100 000, 120 000, je ne sais pas exactement le chiffre, mais c'est par là, oui. Alors, professeur, beaucoup de questions à vous poser autour des choses auxquelles nous sommes confrontés en ce moment. Et vous avez un discours qui va un petit peu à l'encontre de tous les médecins et différents spécialistes que l'on peut entendre sur les différents plateaux radio et télé. D'ailleurs, ça vous vaut quelques soucis, je crois. Où en êtes-vous d'ailleurs avec le Conseil de l'Ordre des médecins ? Le Conseil de l'Ordre, ils m'ont auditionné. Après, je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ils ont vu qu'il y avait zéro diffamation, à la fois dans mon livre, dans mes propos, que j'avais pas porté atteinte au code de déontologie. Après, je ne sais pas ce qu'ils décideront, mais enfin, ça s'est passé de façon très cordiale, et voilà. Professeur, on nous disait qu'après le premier confinement, après le 11 mai, et le président de la République le 14 juillet dernier nous disait que tout était prêt en cas de seconde vague. On s'aperçoit que 3 mois plus tard, le président de la République a annoncé aux Français un nouveau reconfinement. De quel œil percevez-vous tout cela, professeur Perron ? Alors, au départ, moi, je pensais que tout allait être bien géré en février, début mars. Et parce que moi, j'ai géré des crises sanitaires avec des gouvernements pendant une quinzaine d'années, avec des cabinets des ministres, les directeurs généraux de la santé. Et je me suis aperçu que finalement, on n'était pas prêt du tout, même pour la première vague. Hein. Il y avait pas de masque, pas de test. On a mis des mois avant d'avoir le matériel. On a envoyé les médecins au casse-pipe. C'était une période terrible. Et puis après, quand on a eu des traitements, on a interdit de les utiliser, ce qui était hallucinant, alors que plein d'autres pays les ont utilisés avec beaucoup de succès. On pouvait dire qu'il y avait une impréparation. Là, pour l'instant, on est dans un rebond qui a plus une allure de rebond épidémique que d'une vraie deuxième vague, parce que heureusement, la mortalité aujourd'hui est beaucoup plus faible que ce qu'elle était en mars-avril. Mais enfin, aujourd'hui, il y a encore en région parisienne, dans le nord de la France, dans différentes régions, une tension très forte sur les urgences, sur des services de réanimation qui sont un peu saturés. C'est vrai, on n'est pas à la saturation qu'il y a eu en mars-avril, mais il y a encore un problème. Et là, on s'aperçoit qu'entre-temps, on a continué à fermer des lits de médecine, à fermer des lits de réanimation, alors qu'on avait annoncé un doublement des lits de réanimation, et qu'en Allemagne, on est capable d'ouvrir à la demande des lits de réanimation supplémentaires s'il y a besoin. Donc, il y a une surchauffe actuellement sur les hôpitaux due au fait qu'on empêche les médecins traitants, les gériatres dans les EHPAD, les maisons de retraite de traiter par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ce qui se fait dans beaucoup de pays. Donc les malades arrivent, heureusement la plupart, c'est une forme tout à fait bénigne, surtout chez les sujets jeunes. Mais les personnes âgées, les grands obèses, les gens qui ont beaucoup de diabète, d'hypertension, peuvent faire des formes sévères. Et ils ne sont pas traités en amont, et du coup, ils arrivent dans les hôpitaux qui, tous les hivers, ont des périodes d'embouteillage aux urgences. Donc finalement, la situation actuelle avec ce rebond un peu qui a plus l'allure d'une épidémie saisonnière, et ce sont des épisodes qui se voient tous les ans à certaines périodes, notamment avec la grippe ou d'autres infections. Mais on voit que là encore, il y a de l'impréparation. Et puis faire subir des mesures restrictives à l'ensemble de la population, ça n'a pas de sens. Pour moi, les mesures de santé publique doivent être ciblées. Il faut mettre le paquet sur les gens qui sont à risque, les personnes âgées et les plus jeunes qui ont des facteurs de risque. Mais pas d'aller comme ça bloquer toute la vie, détruire l'économie, la culture. Parlons un peu des chiffres, professeur, parce que hier soir, pas plus tard qu'hier soir, on voyait ces chiffres absolument hallucinants. 430 nouvelles entrées en réanimation. Je crois que c'est du jamais vu, même durant la première période. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces chiffres ? Est-ce qu'il y a réellement, aujourd'hui, dans les hôpitaux en réanimation, que des cas de Covid qui entrent chaque jour ? Ou est-ce que, finalement, on fait un peu ce qu'on veut avec les chiffres ? Alors ça, moi, je peux pas savoir si les chiffres sont réels ou pas. C'est sûr que quelquefois, il y a des gens codés Covid qui sont pas complètement Covid, mais ça, je n'ai aucune idée. Mais bon, c'est vrai qu'il faut pas nier, le virus circule toujours. Il y a toujours des gens hospitalisés, dont certains sont dans un état grave. Hein, c'est tout à fait réel. Après, attendez, votre question, c'était sur le fait justement qu'il y ait des chiffres annoncés comme celui d'hier soir, 430 nouvelles arrivées en réanimation. Si vous voulez, le nombre de cas et un petit peu de décès a augmenté à partir de septembre, puis octobre. Fin octobre, ça fait un petit bond qui est toujours là.
on a l'impression que là, ça stagne un petit peu. Faut voir comment ça va évoluer dans les jours qui viennent. Depuis quelques jours, là, il y avait une petite tendance à la baisse sur certaines régions. C'est remonté hier. Bon, dans d'autres pays comme l'Espagne, il y a des jours ça va mieux, des jours ça remonte un peu. Mais en tout cas, à part les pays qui n'ont pas du tout connu la première vague, qui ont une vraie deuxième vague, dans les autres pays qui ont connu la première vague, ce qu'on observe actuellement, c'est un rebond qui est quand même moins important. Alors après, si jamais ça continue de monter, il faudra peut-être renforcer les mesures, mais même s'il y avait une énorme deuxième vague, ce qui pour l'instant n'est pas observé, il faut, pour moi, les mesures devraient toujours être ciblées sur les gens à risque. C'est ce qu'on aurait dû faire au début. D'ailleurs, si vous regardez en mars-avril, quand beaucoup de pays ont été touchés en même temps, ceux qui ont pris les mesures les plus strictes de santé publique, entravant toutes les libertés, ce sont les pays souvent qui ont eu les moins bons résultats dans la gestion de l'épidémie. Donc il faut pas recommencer, surtout que là, la situation est quand même moins tendue, même si elle est toujours tendue dans certaines réanimations, j'en conviens, et moins tendue qu'il y a quelques mois. Oui. Alors professeur Perron, comment expliquer par exemple dans certains pays comme la Chine, il n'y a pas eu de deuxième vague? Parce que les Chinois ont fait des actions ciblées. Ils n'ont pas ciblé toute la Chine, c'est plus d'1 milliard d'individus. Ils n'ont pas dit à tous les Chinois, tous les enfants en Chine, de porter un masque dès l'âge de 6 ans. Ça n'a pas de sens. Ils ont fait quelquefois des mesures de confinement assez strictes, mais limitées dans le temps, limitées à certaines villes. Et c'est des mesures qui n'ont pas duré très longtemps et qui ont été accompagnées surtout du dépistage des gens malades, de leur entourage et du traitement systématique des cas. En France, on n'arrive pas à dépister les vrais malades parce que comme on a fait une campagne de dépistage massif de gens en bonne santé où ils font la queue dans la rue pour avoir un test alors qu'ils sont en parfaite santé, ce qui ne rime à rien en termes de santé publique, les laboratoires sont embouteillés. Donc le pauvre médecin généraliste qui lui devrait être en première ligne, traiter très tôt les malades, si son patient est à la maison avec de la fièvre, il va pas s'amuser à sortir dans la rue, à faire la queue pendant 2 heures pour avoir le test. Faire venir une infirmière à la maison pour avoir une prise de sang, c'est compliqué. Donc souvent le test n'est pas fait ou il est fait en retard. Et puis il faut quelquefois, alors il y a des labos qui peuvent donner le résultat dans la journée, mais quelquefois il faut attendre plus d'une semaine. C'est trop tard après, parce que si la personne était à risque et s'est aggravée entre-temps, elle se retrouve à l'hôpital. Donc il faudrait, les tests ne devraient être faits que sur prescription médicale. Dans les cas bien authentifiés où il y a des signes cliniques, le malade qui a de la fièvre, qui tousse, ou pour dépister son entourage, mais faire des tests pour des gens en parfaite santé, ça n'a pas de sens. Il y a la même chose dans les EHPAD. Moi, des gériatres sont venus me voir un peu inquiets l'autre jour parce qu'ils me disent des personnes âgées qui toussent et qu'on a de la fièvre, on en a tout le temps, pendant toute la saison hivernale. Comment on fait? Parce que quand on demande un test, il faut attendre le résultat quelquefois plusieurs jours, donc on ne sait pas qui il faut isoler, qui il faut traiter, et du coup les personnes âgées qui ont la Covid, s'aggravent. Et donc là ce que je dis, c'est qu'avec beaucoup moins cher, parce qu'on a dépensé 2 milliards je crois pour faire des tests PCR qui en population générale qui servent à rien. Pourquoi ils servent à rien, professeur? Des gens qu'il faut protéger. En quoi ils servent à rien les tests PCR? Parce que effectivement j'ai vu quelques-unes de vos déclarations. Pour vous remettez en cause la fiabilité de ces tests? C'est pas qu'ils sont pas fiables, c'est qu'en France et dans quelques pays, on les pousse à l'extrême. C'est la PCR, c'est une amplification des brins d'acide nucléique, qu'on appelle l'ARN pour le virus. Quand il y a une trace dans le nez, on va l'amplifier des millions de fois pour le mettre en évidence. Donc c'est une technique qui est très bien, mais je ne veux pas rentrer dans le détail des recettes de cuisine, mais si vous poussez trop loin l'amplification, vous finissez par amplifier soit des brins d'ARN qui ne sont plus du tout infectieux, ou voire amplifier même de l'eau du robinet, parce qu'il y a même des médecins en France et dans d'autres pays qui ont envoyé des écouvillons sur ces petites brosses qu'on rentre dans le nez pour chercher les sécrétions nasales. Ils les ont envoyés sortant du plastique sans avoir été utilisés, et il y a des labos qui ont rendu ces écouvillons positifs. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est ça, le problème, ça pose problème, oui. Il y a même des chercheurs, c'est pas moi qui le dis, il y a des publications, des gens qui commencent à le dire. Même l'inventeur de la PCR, qui est un Américain, qui avait été récompensé pour sa découverte il y a longtemps, dit il faut pas amplifier trop, parce qu'on finit par amplifier n'importe quoi, et dire à quelqu'un qu'il est positif alors qu'il n'a pas du tout le virus. Alors, vous imaginez, ça déstabilise tout le pays, parce que si quelqu'un qui est en parfaite forme, il fait un test parce qu'il doit voyager ou parce que on lui dit vous êtes positif, après on va dire dépister tous les gens autour de vous, on va bien en trouver un ou deux positifs, et comme ça, et à chaque fois on dit restez chez vous en quarantaine avant de reprendre le travail, ça déstabilise tout le pays pour des gens qui sont tous en pleine forme.
Alors, quand il y a des vrais cas avec des symptômes et les gens qui sont même sans symptômes autour des cas, c'est ceux-là qu'il faut dépister en priorité. Professeur, comment fait-on finalement aujourd'hui quand on est Emmanuel Macron, président de ce pays, avec cette pandémie? Bien entendu, on a vu comment ils ont géré la première vague, c'était une catastrophe, et on voit d'ailleurs comment se prépare également cette fameuse deuxième vague. D'ailleurs, j'en veux pour preuve ces tests antigéniques qui sont maintenant disponibles, soi-disant, dans les pharmacies. Il faut encore les trouver. Sachez, professeur, vous n'êtes pas sans le savoir, que si vous êtes cas contact, par exemple, on vous dit non, vous pouvez pas le faire. Et quand on demande pourquoi, eh bien, on vous dit c'est simplement réservé à ceux qui ont des symptômes. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté non avouée du politique aujourd'hui d'une immunité collective? Alors, l'immunité collective, ceux qui ont joué cette carte, c'est les Suédois. D'ailleurs, maintenant, il y a plus du tout d'épidémie en Suède. Ça fait déjà plus de 2 semaines qu'ils ont 0 mort, ou quelquefois, certaines journées, il y a 1 décès ou 2 décès, voire des pics à 3 décès certains jours. Mais donc, l'épidémie a disparu parce que les Suédois ont dit on laisse circuler le virus, tant pis, on prend qu'une mesure. Donc, il y a une immunité collective dans la population. Ils se sont tous défendus. Alors, malheureusement, je trouve que les autorités suédoises ont quand même été un petit peu légères au début parce qu'ils n'ont pas vraiment mis à l'abri les personnes fragiles et surtout, ils n'ont pas recommandé le traitement par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ce qui fait qu'ils ont quand même eu beaucoup de morts au début. Bon, c'est ça que je leur reproche. Mais sinon, sur l'approche de dire on laisse circuler le virus, mais à condition de protéger les personnes fragiles, pour moi, c'est la meilleure stratégie. Et les pays qui ont impliqué un petit peu cette stratégie de confinement ciblé, de traitement précoce, c'est eux qui ont eu les meilleurs résultats. Professeur Perron, merci d'être avec nous encore une fois, mais parce que beaucoup de questions à vous poser. Est-ce que finalement, là aujourd'hui, la décision prise par le gouvernement, à savoir le confinement, un confinement un peu particulier qui ne ressemble pas vraiment à celui qu'on a connu au mois de mars et avril. D'ailleurs, on voit qu'il y a encore un cafouillage, pas plus tard que ce matin, où Gabriel Attal nous annonce un couvre-feu éventuel sur Paris, puis après contredit par le Premier ministre Jean Castex, et ensuite on nous dit que l'option est sur la table. Visiblement, les Français n'ont pas l'air de respecter ce confinement. C'est ce qu'on nous montre, ce qu'on nous dit chaque jour à la télé, c'est ce qu'on voit aussi concrètement sur le terrain. Par exemple, les embouteillages le matin pour aller au travail sont identiques à celui d'avant le confinement, hein. Oui, alors, parce que d'ailleurs, dans mon livre, c'est ce que je racontais, puisque quand on me dit quelquefois j'ai pas été gentil, j'ai attaqué certaines personnes, j'ai attaqué personne, je les ai fait parler. Parce que la même personne pouvait dire quelque chose le lundi, l'inverse le mardi, un membre du gouvernement pouvait dire quelque chose une journée et être contredit dans la même journée. Donc, on assiste au même cafouillage, donc ça, c'est aux responsables politiques qu'il faut poser la question aujourd'hui. Mais c'est vrai que, quelquefois, les Français ont du mal à suivre, là. Le conseil scientifique, professeur, quel crédit peut-on lui donner ? Ben moi, j'ai déjà écrit là-dessus. Ce sont des gens qui, en tant qu'individus, médecins, chercheurs, sont des gens tout à fait respectables. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'on confie la gestion d'une épidémie comme ça aiguë à des spécialistes du sida. Et ça n'a rien à voir avec le sida qui a fait des ravages, qui en fait toujours dans certaines régions du monde, mais qui est une maladie chronique. On peut faire des études sur le moyen terme pour avoir des résultats, pour optimiser les traitements, ce qui a été d'ailleurs très bien fait dans le domaine du sida. Mais là, on avait une maladie qui tuait énormément tous les jours, et en disant on va mettre en place des études très bien scientifiques, on aura des résultats dans plusieurs mois. Mais c'était déjà écrit d'avance que soit on n'aurait pas les résultats, soit on les aurait beaucoup trop tard. Et c'est cet acharnement du conseil scientifique à vouloir faire de la science plutôt que d'être pragmatique qui m'a choqué dès le début. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de lobby, professeur, aussi certains médecins qui défendent leur lobby ou des laboratoires pharmaceutiques? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce genre de choses à prendre en considération? C'est sûr qu'il y a ces histoires de conflits d'intérêts. Moi, j'en ai parlé. Bon, je veux citer personne, mais c'est public. C'est pas moi. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dénoncé le premier. Il y avait des journalistes dans certains journaux qui avaient dénoncé ça. C'est vrai qu'en France, ce n'est pas normal que des gens qui ont des conflits d'intérêts, c'est-à-dire qui touchent beaucoup d'argent d'industriels. Je condamne pas un lien d'intérêt. Moi, si je travaille pour l'industrie, je le fais pas maintenant, mais je pourrais toucher de l'argent. À ce moment-là, je refuse d'aller siéger dans une commission officielle à l'Élysée, au Conseil de la santé publique ou ailleurs, pour donner des avis qui touchent à la santé publique, sachant que des produits pharmaceutiques ou des vaccins peuvent être produits par les firmes qui vous donnent de l'argent. Ça, c'est pas éthique. D'ailleurs, la loi, normalement, prévoit que ça ne devrait pas se faire.
Et Finalement, oui. Pourtant, ça continue, là. Professeur, est-ce que, permettez-moi cette petite question, est-ce que vous n'êtes pas finalement le professeur, le médecin, le spécialiste parisien à l'image de Didier Raoult à Marseille, parce que vous êtes un petit peu décrié aujourd'hui. Ouais, vous savez, pourquoi je suis attaqué? Parce que je dis la vérité, que je suis droit dans mes bottes depuis le début, j'ai jamais changé de discours. Contrairement à certains qui ont dit en février ça va être une grippette, et puis un mois après ils ont dit ça va être la catastrophe, et puis qui ont changé d'avis tous les 15 jours. Donc si vous regardez, moi j'ai jamais changé d'avis d'un bout à l'autre de la crise. Si vous regardez aussi... Quand on traite à Marseille, il y a eu d'excellents résultats de traitement. Ils ont eu le taux de mortalité le plus faible de toute la France. Ce sont des faits. Alors ça dérange évidemment des gens qui veulent imposer une autre vue de la gestion de cette crise. Et si vous regardez bien, quelquefois on me traite de complotiste, maintenant de rassuriste. Ce qui me fait rire, c'est que les gens qui s'opposent à moi, tout ce qu'ils disent, Perron il dit n'importe quoi, c'est pas sourcé. Tout ce que je dis est sourcé. Et moi j'aimerais avoir un débat contradictoire où les gens le dire Raoult est un charlatan, qu'on se mette autour de la table et qu'on épluche les données scientifiques. Toutes les données scientifiques, pour l'instant, d'épidémiologie, de comparaison avec d'autres pays, des études sur le traitement de la chloroquine, ça va dans notre sens, Raoult et moi, puis quelques autres. Professeur Perron, est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet aujourd'hui, concrètement? Moi je suis plus inquiet par la gestion de la crise, ces mesures radicales de confinement généralisé, d'atteinte aux libertés, de destruction de l'économie, parce que faut bien voir que l'économie ne va pas s'en remettre. On est en train de raser la classe moyenne. On sort la planche à billets. On est en train de raser les petits commerces. Alors j'ai pas de chiffres précis sur la France, mais je sais qu'aux États-Unis, il y a déjà un triplement du nombre de suicides, de dépressions. Moi, j'ai des cris d'alarme de médecins de ville, de psychiatres qui me disent qu'ils observent la même chose. Les gens sont désespérés, les faillites, le stress. Maintenant, les jeunes qui, même quelquefois à 30-40 ans, qui sont plus des gamins, sont obligés de retourner chez papa-maman parce que ils ont perdu leur boulot. Et puis c'est pas tout de suite qu'on va embaucher. Il y en a même qui souffrent de malnutrition parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir comme il faut. Il y a les violences intraconjugales, les maltraitances sexuelles sur enfants qui ont été multipliées ces derniers temps. C'est ce que confirment des médecins spécialistes de ces histoires-là. Donc il va y avoir, et puis tout le drame psychologique de ces enfants qui sont bâillonnés toute la journée. Avec le masque, d'ailleurs, oui. Professeur, est-ce que c'est une bonne chose de masquer les enfants à l'école dès l'âge de 6 ans? Je sais pas, les pays qui n'ont pas masqué tout le monde, qu'on le fasse de façon transitoire, si vraiment il y a un pic épidémique gigantesque dans une ville pendant 15 jours, bon pourquoi pas, mais le faire comme ça sur le long cours pendant des mois et des mois, sans aucune discrimination, moi je trouve ça dramatique pour le... Oh là là, moi j'ai des témoignages maintenant d'enseignants qui disent que les gamins n'arrivent plus à apprendre à parler, à écrire, parce que ils voient plus le maître, ils le voient qu'à travers un masque. Le traumatisme des enfants dans les crèches qui ne connaissent les humains qu'à travers un masque. J'ai entendu un monsieur qui travaille dans une crèche qui disait maintenant quand il baisse le masque, l'enfant se met à hurler parce qu'il n'a jamais vu un visage humain. C'est des choses qui vont laisser des traces psychologiques. Il y a plein de choses, professeur, qu'aujourd'hui les Français ne comprennent pas. On ferme les petits commerces, on ouvre les grandes surfaces et les centres commerciaux. On confine la France, on laisse les écoles ouvertes et on invite les gens à aller travailler. Les transports en commun sont toujours aussi pleins. Voilà, toutes ces petites choses aujourd'hui qui font que les Français ne comprennent plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas véritablement un véritable confinement comme on l'a connu au mois de mars, avril, ou alors peut-être renforcer, un système de couvre-feu qui a été mis en place avant le confinement et laisser, les gens circuler, aller travailler normalement sans qu'on parle de confinement. Parce que là, on a l'impression que finalement, c'est pas vraiment un confinement que l'on est... Ce qui marche, c'est des mesures ciblées. Ce qui marche, c'est on devrait doubler le nombre de médecins dans les EHPAD, mettre des quantités à disposition d'hydroxychloroquine, azithromycine et des tests pour dépister dans la journée qui est positif, l'isoler, le traiter tout de suite. Pareil, on devrait remettre les médecins généralistes en première ligne. Les médecins généralistes, on les a ignorés, on les a infantilisés, on leur a interdit de prescrire, on leur a même pas donné de protection. Après, on leur a donné un peu de masque depuis le mois de juin, puis maintenant on leur dit, maintenant c'est fini, on peut plus vous en donner, vous les achetez vous-même.
je trouve que et puis les pauvres généralistes, ils ont une consultation très peu payée, quand même, c'est pas cher, à 25 €. Ils n'ont pas beaucoup de temps, ils sont débordés, ils sont de moins en moins nombreux. Et il fallait venir soutenir la médecine générale. Individuellement, les généralistes, ils ont joué un rôle absolument remarquable. Moi, j'ai essayé d'en aider un petit peu dans la région où je suis. Ils sont organisés entre eux pour ouvrir des cabinets Covid plus, Covid moins, pour pas que tous les patients se croisent, pour pouvoir les isoler. Puis après, on leur a interdit de prescrire. Donc, c'est là qu'il faut mettre le paquet, c'est pas d'aller isoler les gens en population générale. Puis effectivement, les gens sont tassés dans le métro. Et puis, moi, quand toujours la ministre de la Culture a dit, j'ai écouté les libraires, on va agir. Moi, je pensais qu'elle allait rouvrir les petites librairies. Ben non, elle les a maintenues fermées, puis elle a fermé les rayons de livres dans les supermarchés. C'est ça. Plus lire. Sinon, ça va enrichir Amazon, mais on marche un peu sur la tête parce qu'on est en train de rayer la culture. Les cinémas font faillite, les petits théâtres font faillite, les intermittents du spectacle sont au chômage. Il n'y a plus aucun lieu de convivialité. Moi, je peux vous dire, il y a une enquête dans mon université sur les jeunes étudiants, ils sont déprimés. Les étudiants en médecine, le seul endroit où ils se trouvent un peu plus heureux, c'est quand ils sont en stage à l'hôpital parce qu'ils voient des malades, des médecins, ils peuvent parler, avoir un contact physique. Sinon, ils sont enfermés chez eux derrière un ordinateur, ils n'ont plus de cours. Ils voient plus leurs copains, ils peuvent jamais aller boire un verre, aller une fois au cinéma. Vous vous rendez compte, quand vous étiez étudiant, je pense que vous aimez bien sortir, avoir une vie de convivialité. Maintenant, c'est pendant des mois, on les confine, ils sont tous déprimés, et je les comprends. On est en train de, c'est pas eux. C'est un problème de méthode, professeur. Un problème de méthode. Oui, c'est ça, je pense qu'il faut cibler les mesures, il faut savoir raison garder. Là, c'est vrai qu'il y a eu un rebond épidémique, il faut pas le nier, on peut renforcer les mesures pour protéger les EHPAD, les fragiles, c'est ça qu'il faut faire. Et à chaque fois, faire retomber ça. Bien sûr qu'il y a des jeunes qui se sont transmis le virus, et alors c'est pas grave, et ils se sont immunisés. Ce qu'il faut, c'est que responsabiliser les gens et dire, si jamais il y a eu des cas dans votre entourage, tout ça, vous n'allez pas voir tout de suite votre grand-mère et puis vous faites très attention si vous allez la visiter, mais ça ne veut pas dire ne pas la voir du tout pendant 6 mois. Faut savoir cibler les mesures. Les Français sont intelligents, si on leur explique, ils comprennent. Ils vont pas vouloir volontairement aller contaminer des personnes âgées ou des personnes à risque. Mais même les pays qui ont eu des mesures de confinement ciblées pendant quelque temps, comme en Allemagne ou dans d'autres pays, il n'y a jamais eu d'amende. On a recommandé aux gens de mettre un masque. Mais il n'y a pas beaucoup de pays, il y en a quand même d'autres que la France, qui ont infligé des amendes. Vous vous souvenez, pendant le premier confinement, j'avais vu des photos, on voyait des gendarmes qui scrutaient à la jumelle une plage qui faisait plus d'1 kilomètre de long pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un tout seul sur la plage qu'il fallait verbaliser. Quelquefois, ça devient grotesque. Donc, il faut raison garder, prendre des mesures ciblées, et on peut avoir d'excellents résultats sans, comme ça, mettre tout un pays sous cloche. C'est du jamais vu. Professeur. Là, on est dans des taux un petit peu de mortalité qui sont comparables à des épidémies saisonnières qu'on a tous les ans. On n'a jamais mis le pays sous cloche depuis l'histoire de la médecine à ce point-là. Professeur Perron, Christian Perron, chef des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches, auteur du livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise » aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Je vous invite d'ores et déjà, professeur, à un passage dans cette émission Le Grand Forum pour que vous puissiez aussi répondre aux gens qui ne comprennent pas, qui sont perdus. Et il y a de quoi, donc ça serait intéressant qu'on puisse mettre ça en place avec votre accord, professeur. Écoutez, avec plaisir. Eh bien écoutez, on fait ça très vite pour que justement vous puissiez répondre concrètement. Et on a besoin de spécialistes comme vous pour y voir un petit peu plus clair. Vous comprenez qu'on soit un peu perdu en ce moment. En tout cas, merci de nous avoir répondu, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui, professeur Perron. Et à très bientôt sur France Maghreb 2. Merci, à bientôt. Voilà, le professeur Perron, cet entretien a été enregistré, pour rien vous cacher, enregistré cet après-midi, et il viendra en direct dans cette émission répondre à vos questions, pour qu'on y voit un petit peu plus clair, parce qu'on est un petit peu perdu, n'est-ce pas, monsieur Rudy Kazi ? Ouais, effectivement, ouais, c'est assez interloquant, les décisions, c'est pas en soi les décisions qui nous étonnent, c'est plutôt le particularisme en fait qui est fait.
Et on voit de toute façon aujourd'hui que les Français, autant certains sont prêts à être confinés, autant d'autres ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas accès à certains commerces qui ont plutôt une capacité à à partir de demain, sachez que les rayons non alimentaires seront fermés dans les grandes surfaces. Voilà, donc, si tu veux acheter un frigo, il y a aussi la Fnac qui par solidarité, je crois, ils avaient dit qu'ils avaient fermé certains points de vente, enfin bref. Rudy Kazi, qui est, je le rappelle, conseiller municipal, mais aussi vice-président du collectif des élus binationaux de France, et Maître Maghrebi. Ça me fait plaisir de voir Maître Maghrebi dans les studios. Bonjour Maître. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien. Est-ce que votre métier d'avocate en ce moment marche bien ? Ça va. On sera rejoint... Disons que l'activité continue. On sera également rejoint par un adjoint au maire du 20e arrondissement de Paris, monsieur Antoine Alibert, avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. On va parler de tous ces sujets et bien entendu aussi de la question du jour, à savoir ce numéro vert mis en place par le ministère de l'Intérieur afin de dénoncer les personnes radicalisées. Est-ce que vous y êtes pour ou alors contre ? Vous nous appelez au 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2 à Paris et en région parisienne sur le 99.5. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 en direct tous les jours, 16h, 18h. Ravi de vous retrouver avec aujourd'hui à mes côtés monsieur Rudy Kazi et Maître Maghrebi avec nous, mais aussi Antoine Alibert qui est adjoint au maire du 20e arrondissement de Paris. Antoine, bonjour. Bonjour. Comment ça va Antoine ? Très bien, merci de me recevoir. Vous êtes pas très très loin d'ici, ça tombe bien. Non, écoutez. Alors vous êtes en charge des affaires de solidarité, affaires sociales et du plan climat, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, bon, tout un vaste programme qui va vous permettre aussi de parler avec nous de toute cette actualité, bien entendu. Alors d'abord, bien entendu, cette question du jour que l'on vous pose aujourd'hui et que je vous rappelle, c'est ce numéro vert qui a été mis en place, vous le savez, par le ministère de l'Intérieur, qui vise à dénoncer des personnes qui pourraient éventuellement se radicaliser. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ? 22% sont pour seulement sur Twitter, le grand forum FM2. Et vous, qu'en pensez-vous ? 01 40 33 9000. D'abord, il faudrait nous expliquer qu'est-ce qu'une personne qui se radicalise. Première question. Et, c'était ce que j'allais dire. Maître Maghrebi, justement, vous qui êtes un peu avocate quand même, qu'est-ce que ça rappelle ce genre de méthode ? Alors, ce que ça rappelle de très mauvais souvenirs, notamment ce qui s'est passé en 2015. Mais comme tu l'as justement dit, la première question qu'il faut se poser par rapport à ce problème, et ça c'est, en tout cas moi pour ma part, c'est un problème que je dénonce depuis maintenant 5 ans, c'est qu'est-ce que la radicalisation ? Comment on définit juridiquement la radicalisation ? Parce que pour pouvoir ériger cette notion comme étant une infraction, et une infraction qui va relever d'une loi qui est en attente, je pense que la première chose à faire, c'est déjà de la définir. Parce que inciter les gens à dénoncer, pourquoi pas, mais dénoncer quoi ? Et dénoncer qui ? Et dénoncer comment ? Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai beau aller sur Légifrance, aller dans toutes les bases de données juridiques qu'on peut avoir, je n'ai toujours pas la définition juridique de la radicalisation. Peut-être que Rudy Kazi l'a, lui. Écoute... Déjà, si on part du principe que être radical, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je rappelle qu'il y a des partis politiques qui s'appellent radicaux de gauche, radicaux de droite, etc., qui ont été des éléments constitutifs de la vie. D'ailleurs, le plus vieux parti de France, je crois que c'était les radicaux de droite. Enfin bref, voilà, ça pose déjà question. Ensuite, être radical dans le religieux, qu'est-ce que c'est ? C'est essayer de se rapprocher d'une forme de piété dans la révérence que l'on peut porter à son divin. C'est ça, en fait, la radicalité. Donc, déjà, parler de radicalisation, ça pose problème dans le vocable pour pouvoir identifier clairement de quoi on parle. Parce que, maintenant, comment est-ce qu'on va identifier, admettons, un musulman qui s'est radicalisé ? Au temps où il y a eu l'attentat à la préfecture de Paris par Mickaël Harpon, à l'époque, Castaner avait dit que bon, voilà, si vous voyez des signes de radicalisation, voilà, un monsieur qui ne serre pas la main aux femmes, qui porte un vêtement un vêtement pour la prière, enfin ou autre, etc. Voilà des signes de radicalisation. Non, peut-être que ça, ce sont plutôt des signes en fait d'une personne qui, dans sa trajectoire spirituelle, a envie en fait d'en faire plus dans sa piété en fait. Alors que
Aujourd'hui, je pense qu'il faut réellement s'asseoir sur la table pour essayer de déterminer de quoi est-ce qu'on parle. S'asseoir sur une chaise d'abord. Oui, Oui. Autour d'une table déjà, Voilà. du moins, pour essayer vraiment de savoir de quoi est-ce qu'on parle. Effectivement, il y a une forme dévoyée d'une interprétation en fait de l'islam qui va peut-être effectivement soutenir des velléités politiques ou même une forme de vengeance par rapport, on va dire aux conséquences du néocolonialisme, notamment dans une zone telle que le Moyen-Orient, etc., la Cisjordanie, enfin voilà, tous ces coins-là. Voilà. Donc, c'est des questions aussi qui se posent. La dimension politique qui est revendiquée par ces personnes par rapport au fait qu'elles sont contre la politique internationale de la France, qui a pu parfois aussi soutenir ou alors ne rien dire par rapport à des chefs d'État classés comme étant des dictateurs à travers le monde. D'ailleurs, je signale une élection qui est en cours en Côte d'Ivoire. J'invite les observateurs de la France à aller y jeter un coup d'œil et j'invite aussi les uns et les autres à essayer de scruter les réseaux sociaux pour voir s'il y a des prises de parole, on va dire dans le sens de la vérité ou du bon sens vont être prises. Bref, donc il y a ces questions-là qui se posent. À un moment donné, si on veut traiter la question et prendre le taureau par ses cornes, je pense qu'il faut mettre tous les dossiers sur la table et essayer effectivement de travailler sur le fond. Après, effectivement, la question de la radicalisation pose problème, en tout cas les termes employés posent problème à la communauté musulmane parce que l'amalgame est peut-être rapidement fait. La délation, n'ayez pas peur de dire, la délation. Et souvent les personnes qui sont en responsabilité ne sont pas forcément convoquées pour essayer d'agir en intelligibilité en fait sur cette question, et c'est ce qui est dommage. Antoine Alibert, finalement... j'ai un voisin qui est en train de changer de comportement ou parce que je suis en embrouille avec lui, j'appelle, je le dénonce, quoi. En fait, c'est un peu ça à quoi ça ressemble aujourd'hui, ce type de méthode mis en place par le ministère de l'Intérieur, non ? Ouais, complètement. Et ce gouvernement nous fait le coup à chaque fois. Dès qu'il y a un problème, il propose un numéro vert. C'est un peu une vaste blague. La question aujourd'hui, on l'a dit à côté de moi. Quel est le statut juridique, enfin, quelle est la définition juridique de la radicalisation, et surtout une fois... Maître Maghrabi a répondu. Il y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Même si, par ailleurs, je pense qu'il y a des signes avant-coureurs, et on en a parlé, des petits changements. Mais la question, en fait, derrière, c'est que même si on voit ce changement de comportement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va recruter des standardistes, et qu'est-ce qu'ils vont faire si quelqu'un appelle ces standardistes, concrètement ? C'est des standardistes qui vont appeler les services de ministères concernés, qui vont parler à d'autres standardistes. C'est pas sérieux. La question, c'est comment on investit aujourd'hui dans les moyens de prévenir cette radicalisation, parce que même si on allait voir des personnes qui sont manifestement en radicalisation, en général, on arrive trop tard. Et la question, c'est comment on prévient cette radicalisation. Puis ça met à mal quand même le service de renseignement français, c'est leur boulot, je veux dire, d'aller... Justement, moi, c'est ce que j'allais dire, parce qu'au-delà du numéro vert, il y a déjà un système qui est mis en place pour dénoncer les personnes qui sont censées être... Je ne vais pas employer le mot, moi, radicalisé, parce que pour moi, c'est un mot qui n'existe pas juridiquement, mais pour dénoncer les personnes qui sont considérées comme étant un danger pour la sécurité nationale. Ces personnes-là, elles appellent les renseignements généraux directement et elles dénoncent. C'est ensuite les renseignements généraux qui mettent la main sur le dossier, vu qu'ils font une ouverture de dossier, et qui gèrent par la suite. Donc là, mettre en place un numéro vert pour que des personnes appellent pour dénoncer des signes, je vais juste reprendre l'expression, les signes avant-coureurs, mais quels sont-ils ces signes avant-coureurs ? En réalité, on essaye de nous mettre en place un faisceau d'indices qui est censé définir la radicalisation, qui n'est absolument pas un faisceau d'indices de la radicalisation, mais qui est uniquement des signes de pratiques religieuses qui sont des pratiques de la religion musulmane. Parce que quand j'entends, et je l'ai entendu à plusieurs reprises, et ça a été d'ailleurs dit à certains professeurs, notamment dans les lycées, si vous voyez que vous avez des personnes qui prient, qui font le mois du ramadan, qui refusent la mixité, qui ne serrent pas la main, attention, c'est un signe de radicalisation. Non, ça, ce n'est pas un signe de radicalisation. Ça, c'est une personne qui a pris la décision librement de pratiquer sa religion, parce que ça fait partie des pratiques de la religion musulmane. Après que ça plaise ou que ça plaise pas, ça fait partie de la pratique de la religion. Donc, c'est pas du tout des signes de radicalisation, et c'est pas parce que la personne va correspondre à ce faisceau d'indices qu'elle est un danger pour la nation. C'est de la délation ? Complètement. C'est de l'invitation à la délation ? Complètement. Et c'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux parce que je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on en avait parlé il y a quasi 5 ans, de tous les contentieux qu'on avait eus devant les tribunaux, notamment dans les contentieux au niveau du droit de la famille, où on avait, dans des procédures de divorce, des conjoints
des conjoints qui, pour avoir la garde de leurs enfants ou pour réussir à obtenir un divorce pour faute, appelaient justement à la radicalisation. Ils disaient attention, c'est un danger, attention, il faut retirer la garde des enfants, il faut retirer l'autorité parentale, parce que cette personne remplit toutes les conditions de la radicalisation. Et ça marchait. Ouais. Et ça marchait. Et tout après, ça sans même avoir de définition de la radicalisation quand même. Il y a aussi un truc qu'il faut dire. Enfin bon. Maintenant, sur les aspects, vite fait, là-dessus, comme disait Besma, sur les éléments interprétés donc d'une conduite pieuse d'un musulman classique, admettons le fait de ne pas serrer la main, etc. Bon, après, ça, c'est des trucs quand même peut-être qu'il faut, qu'au niveau communautaire, si je puis employer ce terme, qu'il faut peut-être essayer de remettre en question, parce que je pense que ça posera toujours problème, le fait de ne pas vouloir serrer la main à une femme, après, dans des circonstances même professionnelles. Et le juif qui veut pas serrer la main aux femmes, t'en fais quoi alors? Mais ça rentre là-dedans, il n'y a pas de problème. Je veux dire, par exemple, ça, c'est pas un procès qu'on fait... focaliser uniquement sur non, mais des je suis d'accord. pratiques. Mais tu vois, c'est pas un procès que l'on fait aux chrétiens, parce que peut-être qu'ils ont intégré ce genre de choses, mais il y a peut-être des chrétiens qui servent pas la main aux femmes aussi. On peut leur faire d'autres procès, mon tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tu vois, c'est... Il y a des trucs comme ça qui, c'est clair, ça va mal passer, parce que, à la limite, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ayant grandi au quartier, à un moment donné, on est tombé un peu dans ce truc-là, peut-être d'éviter de faire la bise aux femmes, tu vois, des fois pour se donner un genre, etc. Mais par contre, tu te donnais au moins la limite de serrer la main à la femme, peut-être plus que de lui éviter de lui faire la bise. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs comme ça. Oui, mais là, en fait... Mais vraiment, c'était juste une parenthèse, juste pardon. Mais là, c'est juste, quand je prends cet exemple-là, c'est juste pour vraiment pousser à l'extrême, en fait. C'est juste pour expliquer que vous pouvez avoir en face de vous une personne qui va refuser de serrer la main, mais pour autant, elle n'est pas un danger pour la société. Pour autant, elle n'est pas un danger pour la nation, et pour autant, on ne doit pas engager sa responsabilité. C'est ce que je voulais dire. Et voilà, et faire en sorte qu'elle se retrouve dans le cadre d'une procédure. Terminer aussi sur un élément, il faut dire aussi que peut-être que la mise en place de ce numéro vert, c'est un élément peut-être que le gouvernement rajoute sur la table pour dire que bon, voilà, on met des choses en place, etc. Mais opération communication. C'est pour allonger la liste des fichiers. Il y a de la com là-dedans. Et c'est ce qui est dommage, parce que finalement, ce gouvernement a toujours une facilité à communiquer. D'ailleurs, peut-être même que la nomination de Jean Castex en soi, c'est de la communication, parce que en tant que monsieur déconfinement, ça donne une orientation claire sur la politique que Emmanuel Macron entend mener jusqu'à la fin de son mandat, à savoir une politique orientée uniquement sur la crise sanitaire. Mais à aucun moment on s'assoit, notamment sur la question donc de ce séparatisme que Emmanuel Macron appelle séparatisme. À aucun moment on s'assoit pour réfléchir concrètement aux solutions que l'on emploie sur ce domaine. Parce que moi, là, tu vois, j'ai préparé donc on va dire un édito sur la maladresse éventuelle, enfin en tout cas de Jean Castex sur le plateau de TF1 dimanche soir, qui laisse à penser que c'est des questions, tu vois, qu'on a encore du mal à traiter et qui vont exacerber les positions. Alors, on ne peut pas vouloir combattre, entre guillemets, la radicalisation si, d'une certaine manière, on la nourrit avec une mauvaise communication. Antoine, voilà. pour conclure son sujet, avant de prendre 2 auditeurs là-dessus et avant de parler d'un nouveau couac au sein du gouvernement, à l'image de ce qui s'est passé ce matin, Gabriel Attal et l'annonce d'un couvre-feu renforcé. Antoine, là-dessus, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette annonce, de ce numéro vert, mis en place par le gouvernement, par le ministère de l'Intérieur plus précisément? Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'échec patent de décennies, ou en tout cas de plusieurs gouvernements qui n'ont pas investi là où il fallait, c'est-à-dire dans l'éducation, dans les plans vis-à-vis des quartiers populaires. C'est une faute politique d'avoir enterré le plan Bourlot qui visait à avoir une réponse globale pour ces quartiers. Et moi, je pense qu'en réalité, la question, elle n'est pas du tout identitaire. Tout le monde a envie de vivre en paix, en harmonie avec son voisin. La question, elle est sociale. La question, elle est éducative. Et c'est là-dedans, en fait, qu'il faut investir, tout simplement. Anis est avec nous. Bonjour, Anis. Allô? Bonjour Christophe, bonjour à vos invités. Salut Anis. Bonjour. Moi je trouve que l'exécutif, comme d'habitude, depuis quelque temps, prend beaucoup de liberté avec le droit. Ouais. Effectivement, parce que... Là tu parles à une avocate, là c'est très bien Anis, tu vois. Elle te dit oui, elle fait signe de la tête oui. Même sur la crise sanitaire. Je suis juriste également de formation. Très bien, ok. Et c'est comme la haine en ligne, hein, vous voyez, la haine en ligne n'est pas un concept juridique. Hein, donc, qu'est-ce que la haine en ligne, etc. Donc, l'exécutif prend beaucoup de liberté avec le droit depuis un certain temps, et je ne suis pas d'accord avec vous concernant l'analyse globale de la situation, parce que on interprète les choses comme s'il s'agissait d'erreurs que l'on pourrait corriger, des erreurs de bonne foi concernant la gestion de la crise, concernant la gestion de cette erreur. Moi, je pense, et je comprends que l'on puisse pas le dire lorsqu'on est responsable d'une radio, lorsqu'on est responsable associatif ou homme ou femme politique,
parce que c'est assez, ça peut être un peu gênant. Mais nous sommes dans une stratégie de l'attention. Je pense qu'il s'agit d'une stratégie comme une autre, qui n'est pas une première dans l'histoire, qui a déjà existé dans le passé. Il y a eu les événements les plus proches de nous. Il y a eu en Italie dans les années 70 les réseaux Gladio qui ont piloté des attentats pour contrecarrer l'avancée communiste en Italie pour des intérêts géostratégiques. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose qui est à sous-estimer. La stratégie de l'attention par le chaos, cela explique tout à fait la façon dont est pilotée la gestion de cette épidémie que certains appellent pandémie. Mais bon, par décence, je dirais, pour l'épidémie. Et puis, il y a ce numéro vert, par exemple, n'est qu'une brique qui vient se superposer à d'autres briques qui sont là pour créer une tension au sein de la population et ainsi les figer par la peur, par la dénonciation et nous faire entrer petit à petit dans une tension au sein de la société qui risque d'arriver à son paroxysme si on n'y met pas fin tous ensemble. Moi, je suis d'accord. Enfin, sur la tension exacerbée à son paroxysme, effectivement, c'est un risque que l'on court parce que moi, je vois des tendances effectivement extrême droitiste, hyper idéaliste de la France, qui trouvent qu'on va pas assez loin, et d'autres effectivement qui seraient peut-être même capables de prendre les armes en fait, comme on voit, il y a eu des agressions contre des femmes voilées, et ce genre. Moi, j'ai l'impression effectivement que le ton et la mesure n'est pas suffisamment prise pour éviter que on aille vers en fait une société totalement séparée, un petit peu comme ce qu'on voit aux États-Unis en fait, où des clans sont capables de s'affronter. On voit une résurgence d'une pensée blanche suprématiste qui peut-être est déjà en train de faire son nid en France, et je vois que moi, je n'irais pas jusqu'à, comme vous, à dire en fait qu'il y a une démarche volontaire derrière. J'ai plutôt l'impression que, en même temps que le gouvernement veut combattre cette question qu'elle appelle elle-même séparatisme ou de radicalisation, ou même tout ce qu'on peut lier à ces problèmes sociaux, j'ai l'impression qu'en même temps qu'elle veut le combattre, mais qu'en même temps, elle ne sait pas comment s'y prendre en même temps. Voilà. Merci Yanis, merci beaucoup pour ton appel. On est avec Monji aussi de Marseille. Salut Monji. Salut Christophe, salut à tes invités. Voilà, je trouve que le débat il est assez riche parce que on a deux juristes qui ont bien expliqué la question de en fait comment l'État prend un peu largesse avec le droit, parce que moi je dis on est en train de mettre les jalons pour sortir de l'état de droit vers le droit de l'État. Et c'est assez inquiétant. Et d'ailleurs, c'est des paliers. Chaque fois, on franchit un palier. Vous savez, par exemple, actuellement, ce qu'on appelle les visites domiciliaires, c'était dans le cadre de l'état d'urgence. L'état d'urgence, il est rentré dans le droit commun. C'est-à-dire, on n'est plus obligé de déclarer un état d'urgence, de le voter à l'Assemblée nationale pour pouvoir abuser de cette ce qu'on appelle les visites domiciliaires, comme si c'était quelque chose, des visites amicales. Voilà, c'est juste des perquisitions assez violentes, comme on a vu avec Baraka City, avec toutes les mosquées, voilà. Et en fait, chaque fois, on franchit un palier dans la sortie dans l'état de droit. On parle clairement d'un Guantanamo. Guantanamo, c'est rien d'autre que c'est c'est un état de non-droit. Et ça passe crème, en fait. Les gens, ils sont pas conscients. En fait, ce qu'on a fait depuis des années, c'est qu'on a pris des largesses même avec la sémantique. Lorsqu'on parle de la laïcité, c'est même pas la laïcité, parce que c'est le laïcisme. Et on a détourné tous les mots. En fait, tous les mots, ils sont en train de détourner leur radicalisation. Ça veut dire quoi, être radical? Radical, c'est être, je pense, même jusqu'au boutiste dans son pratique, peut-être, je sais pas. Mais c'est pas un concept juridique. Fichier S n'est pas une incrimination juridique. Fichier S, on va arrêter les fichiers S. Fichier S n'est pas une incrimination juridique. C'est pas un crime d'être fichier S. Il y a des syndicalistes qui sont fichiers S. C'est juste. Ouais, il y a des écolos, Antoine, qui sont fichiers S aussi. Voilà. L'État, il prend des largesses avec le droit. Et comme ça, moi, je connais quelques cas qu'on a traités à la coordination contre la racisme et l'islamophobie. Des gens qui ont perdu leur travail juste sur des fiches blanches.
des fiches blanches, c'est que c'est les rapports des RG. C'est juste sur un coup de fil d'un collègue qui a dit oui, mais mon pote, il est en train de faire la prière là-bas dans le coin. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, et on a perdu le travail. Il y a énormément de jeunes qui ont perdu leur travail, les bagagistes des aéroports. Moi, j'en connais beaucoup de gens dans la sécurité, surtout dans la région de Marseille, qui travaillaient, qui avaient des postes dans la sécurité. Ils ont perdu le jour au lendemain leur accréditation. C'est vraiment, on est en train de sortir de l'état de droit, nous on est en train de se creuser, de parler des mots. Les mots, ils ont vidé de leur sens, on les a détournés complètement. Oui. Merci Manji, merci. Tu te répètes là mon ami, merci beaucoup, on a bien compris en tout cas ce que tu voulais nous dire, maître. En fait, si je peux me permettre, c'est même pas, c'est pas qu'on est en train de sortir d'un état de droit, c'est que on est en train de transformer les règles de droit de sorte à ce que nos libertés fondamentales soient restreintes. Parce que lorsqu'on passe en état d'urgence, on prend des mesures exceptionnelles. On prend des lois spéciales qui ont pour but de limiter les droits fondamentaux de chaque individu. Or, ces règles spéciales-là, qui sont censées avoir vocation à s'appliquer uniquement dans le temps, elles rentrent par la suite dans le droit commun. Et donc, elles deviennent les règles de base. Donc, on est toujours dans un état de droit, mais on est dans un état de droit qui va restreindre l'exercice des libertés fondamentales. Et c'est tout à fait, j'ai envie de dire presque logique, parce que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau des mesures qu'on va mettre en place, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit on est dans un système où on va être dans de la prévention, on va prendre des mesures et on va prendre des lois, mais on va faire voter des lois pour faire en sorte d'expliquer aux gens et d'éduquer. Soit on va être dans ce qu'on appelle un système répressif. Et pour mettre en place un système répressif, on a des lois qui sont justement qui ont pour but de réduire les libertés fondamentales et d'instaurer la peur. Parce qu'en réduisant les libertés fondamentales, on fait quoi ? On fait peur aux gens en disant attention, prison, attention, infraction pénale, ça veut dire perquisition à n'importe quelle heure. Voilà, et on instaure la peur pour réussir justement à justifier ces règles de répression. Antoine Alibert, qui est adjoint au maire du 20e arrondissement de Paris, est avec nous aujourd'hui. Antoine, nouveau couac au sein du gouvernement ce matin. Gabriel Attal, le porte-parole, nous annonce la mise en place d'un couvre-feu aussitôt démenti par le Premier ministre. Et puis finalement, on apprend plus tard que l'option est peut-être sur la table parce qu'à Paris, visiblement, chez vous, dans le 20e, mais aussi dans tout Paris, on ne respecte pas le confinement, visiblement mis en place il y a quelques jours par le président de la République. C'est quoi qu'à répétition, Antoine Alibert, les citoyens n'y comprennent plus rien. Ouais, et nous non plus. Quand on est responsable politique, c'est symptomatique les couacs du jour sur le couvre-feu de ce qui s'est passé depuis le début de la gestion de cette crise. On a eu les mêmes couacs sur les masques, on a eu les mêmes couacs sur les tests. Le vrai problème là derrière, c'est que la volonté, je pense tout le monde a envie d'appliquer les mesures pour protéger son prochain. La question, c'est qu'il faut que ces mesures elles soient claires, qu'elles soient comprises, et on a un vrai sentiment de naviguer à vue qui fait que l'acceptabilité sociale de ces mesures, elle n'est pas au rendez-vous. Justement, vous êtes en charge, vous, des affaires sociales dans votre arrondissement du 20e arrondissement de Paris. Est-ce qu'il y a justement de l'inquiétude à avoir, comme nous le confiait d'ailleurs tout à l'heure le professeur Perron? Socialement, ça va être dramatique. Socialement, l'acceptabilité, elle est déjà dure. Hein, donc, moi, ce que je crains, c'est que ces mesures, on parlait là juste avant par rapport aux questions de radicalité et de sécurité, aussi qu'elles soient, comme ça a été le cas pendant le premier couvre-feu, d'un flicage plus dur dans les quartiers, etc. Mais sur le front social en tant que tel, 1 million de pauvres de plus en France depuis le début de cette crise. 2 millions de personnes considérées en précarité alimentaire. C'est des personnes qui ont moins de 3,50 € pour se nourrir par jour. Des chiffres du RSA très inquiétants, hein. Rien qu'à Paris c'est 12% de plus, et quand je dis 12% de plus d'allocataires au RSA, ça compte pas les personnes qui ne recourent pas à leurs droits alors qu'ils pourraient parce qu'il y a une méconnaissance, ou même encore pire qui n'y ont tout simplement pas droit. Je pense aux travailleurs et travailleuses étrangers, ou même les jeunes de moins de 25 ans, et tout ça effectivement, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on est en réalité au tout début de cette crise, et c'est dramatique. Crise sociale, on parle du crise sociale. Crise sociale, mais une crise en fait économique aussi. Parce que c'est pareil, les mesures là. On sort la planche à billets, hein, comme on l'a encore fait dimanche soir. Ouais, mais pour qui? La planche à billets pour qui? Quand on prend la décision de fermer tous les petits commerces, mais de laisser les grandes surfaces, en fait, c'est pas la planche à billets là qu'on sort, c'est un tapis rouge fiscal pour les multinationales. Mais pourquoi d'ailleurs ça revient, d'après vous, pourquoi ça revient à la surface, cette histoire des petits commerçants qui ont été fermés lors du premier confinement et ça ne gênait personne? Parce qu'ils ont subi des pertes très très importantes sur le
sur le premier confinement. Il y a eu pas mal de personnes qui ont mis les clés sous la porte. Je crois qu'il y a eu à peu près... énormément de liquidations. Ouais, énormément de liquidations, de redressement. Et il y a des commerces qui se révoltent. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur la fin de l'année, il faut boucler le budget. Il faut rentrer dans les chiffres qui avaient été annoncés, les chiffres d'affaires prévisionnels. Et en plus de ça, il y a les fêtes qui arrivent, soit la période où ils ont des fois la possibilité de pouvoir rattraper un petit peu. Oui, et puis il y a aussi beaucoup de promesses qui avaient été faites lors du premier confinement, notamment concernant les loyers, où on avait annoncé que les loyers seraient suspendus, qu'ils n'auraient pas à les payer. Mais ce qui s'est passé, c'est que les personnes se sont retrouvées avec des loyers exorbitants à devoir régler. Ils se sont retrouvés avec non pas des suppressions de charges ou des exonérations de charges, mais des reports de charges. Dès que le confinement a été levé... Report, ça veut dire on reporte à plus tard. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à compter de juin, on vient de reprendre l'activité et les prélèvements reprennent aussi. Donc on n'a pas travaillé depuis 2 mois, mais par contre il faut continuer à payer les loyers, il faut continuer à payer les charges, et en plus il faut payer les charges qui sont tombées pendant le confinnement mais qui ont été suspendues. Donc c'était juste impossible en fait pour beaucoup de petits commerçants. Et ils n'ont pas eu le temps ils ont même pas eu le temps de récupérer le fonds de roulement qu'ils ont normalement pour pouvoir reprendre et pour pouvoir gérer leur activité, qui sont reconfinés. Non, et puis c'est des personnes qui n'ont pas de droit au chômage partiel par ailleurs. Quand leur activité elle s'arrête, c'est une perte sèche. Mais la solution trouvée, Antoine Besma, Rudy, c'est le Premier ministre l'a annoncé, c'est la fermeture de tous les rayons non alimentaires dans les grandes surfaces. C'est-à-dire qu'on vend plus de bouquins, on vend plus d'électroménagers, tout ce que vendent en fait les petits commerces, on ne les trouvera plus. Justement, ça aurait été intéressant à ce moment-là, si on ferme les rayons en question, d'ouvrir derrière les commerces tels que les librairies, etc. C'est ça qui aurait été intéressant, c'est-à-dire en fait, si on veut aller vers de la compensation, autant aider ceux qui le peuvent, sachant que les grandes surfaces, ils ont l'alimentaire ou demander aux grandes surfaces de donner le chiffre d'affaires ou un pourcentage du chiffre d'affaires de leurs produits non essentiels. C'est sûr qu'il faut de la solidarité. Et en plus, c'est assez contradictoire parce que la France est le pays qui a donné le plus d'argent, là parmi les pays de l'OCDE, c'est le pays qui a le plus contribué sur le plan financier. Mais en même temps, ce qui pose question, c'est la répartition. Quand on voit effectivement qu'il y a des commerces qui vont mettre la clé sous la porte, et que pour certains, c'est déjà le cas, et c'est déjà fait, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à côté de ça, il y a des grandes entreprises qui, elles, prospèrent, qui font des chiffres d'affaires records. Donc ça veut dire, en fait, on est en train... Cette crise, exactement, et pas que, cette crise est en fait en train d'exacerber on va dire l'écart effectivement entre les riches et les pauvres. Et cet écart qui en France était peut-être moins important qu'aux États-Unis ou ailleurs est en train de grandir, mais de façon les classes moyennes. Là, Antoine, qui était déjà en recul déjà. On est sur des questions de protocole sanitaire. En réalité, moi je pense qu'on respecte vachement mieux le fait dans des petits commerces d'être 2, 3 dans 20, 30 mètres carrés que d'être des centaines de personnes dans des moyennes surfaces agglutinées en fait. Donc même en termes de protocole sanitaire et par rapport à l'objectif qui est visé, qui est de limiter la propagation du virus, en réalité, cette mesure qui est défavorable au petit commerce, elle est contre-productive. Donc vraiment, on en revient à la question de l'accessibilité sociale, et c'est pour ça aussi que les petits commerçants se révoltent, parce que, encore une fois, la décision de fermer les rayons non alimentaires dans les grandes surfaces, c'est une décision qui est négative, qui n'est pas positive en réalité. On n'est pas rassuré. On en reparle dans un instant, Rudy. On en reparle dans un instant, Rudy Kazi, Maître Maghrebi, Antoine Alibert avec nous sur France Maghreb 2. Et on va parler avec toi, Rudy, dans un instant de Jean Castex. Tu as regardé, écouté, scruté le discours prononcé, l'intervention plutôt de Jean Castex, Premier ministre de la France, dimanche soir dans le journal de TF1. Et tu en as fait une petite analyse. On va voir si nos amis ici présents partagent, et vos appels évidemment au 01 40 33 9000. Il paraît qu'on est confiné. Bon, je sais pas à quoi ça ressemble le confinement. En tout cas, c'est pas celui de mars-avril. Voilà, c'est tout. On nous a quand même désociabilisés pour le coup. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum avec aujourd'hui un trio pour nous accompagner. Monsieur Rudy Kazi en commençant par ma gauche. Oui, j'ai tendance à commencer par la gauche, c'est comme ça, c'est un réflexe. Commencer par les femmes, par la seule femme.
Ça y est, là, est-ce que je suis en voie de radicalisation là? Attention, attention. J'ai pas le numéro de toute façon. Attention, je pense que tu t'en approches là. Fais attention. Hein. Donc Maître Maghrebi, avocate au barreau de Paris, est avec nous aujourd'hui. Monsieur Antoine Alibert, qui lui est adjoint au maire du 20e arrondissement de Paris, chargé de la solidarité, des affaires sociales et du plan climat. Europe Écologie Les Verts, Antoine? C'est bien ça. C'est bien ça. Ça va, ça se passe bien, Europe Écologie? Ouais, très bien. Écoute, on a le vent en poupe et en 2022, c'est notre tour. Ah oui? Ah oui, vous êtes tous comme ça, vous, hein, chez vous. Vous êtes tous, bon. Rudy Kazi aussi est avec nous. Rudy Kazi, qui est, vous le savez, conseiller municipal et aussi vice-président du collectif des élus binationaux. Ça, c'est une bonne initiative. Nous sommes avec Mehdi qui nous appelle au téléphone au 01 40 33 9000. Bonjour Mehdi. Bonjour à tous. Bonjour Mehdi. Comment ça va, mon Mehdi? Ça va. Bon. Boulot, travail. Oui, travail, boulot, dodo, c'est ça? Boulot, dodo, voilà, ouais, exactement. On est programmé tel des robots. Voilà. On se lève le matin, on va au travail, on rentre le soir. Avec le couvre-feu qui risque de revenir. On mange et on va dormir. Voilà, on se désociabilise. Exactement. La seule satisfaction qu'on peut avoir, c'est quoi? La toute petite, c'est que nos enfants peuvent encore aller à l'école. Je dis bien peuvent. Ah, c'est une bonne chose pour toi, Mehdi? D'avoir laissé les écoles ouvertes, c'est une bonne chose? Oui, c'était une bonne chose, oui, bien sûr, oui, totalement, parce que les enfants, c'est la pire des choses. Hein, c'est-à-dire, les avoir dans les pattes toute la journée, c'est relou, c'est ça? Non, c'est pas... non, c'est pas ça, c'est pour les enfants, c'est pas possible, on peut pas... surtout les petits, hein, c'est très très difficile. Il y a un truc que je comprends pas, par exemple, comme les lycées, par exemple, ils auraient pu les confiner comme le niveau supérieur, comme les universités, parce que je pense que les lycéens ont la capacité d'être autonomes un petit peu pour pouvoir étudier chez eux, quoi. Mais Mehdi, être confinés. Mehdi, et vous qui êtes avec moi aujourd'hui autour de cette table, on se rend pas compte, je pense, de la période dans laquelle on vit. On a eu des gamins qui ont passé le bac aujourd'hui dans des conditions très particulières. On a eu tout un troisième trimestre qui a été quasi sacrifié. Il faut dire la vérité, les profs n'ont pas tous joué le jeu, hein, pour le coup. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux au travers de mon fils. C'est-à-dire que voilà, il avait sur une 5, 6, 7 profs, il y en avait que 2 qui ont joué le jeu. C'est vraiment une catastrophe. Et si en plus, dans les universités, on sort du bac qu'on a obtenu dans une condition particulière, on arrive, on continue le distanciel, et pour le coup, là aussi, c'est même pas des cours en direct, c'est des cours qui sont préalablement faits. Enfin, là, aujourd'hui, j'ai l'impression que si ça dure comme ça longtemps, on est en train de sacrifier toute une génération, là, pour le coup. Moi, je suis très inquiet, personnellement. Oui, Christophe, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre aussi, c'est que le gouvernement savait très très bien que la deuxième vague allait arriver. Oui, Macron nous avait dit qu'il était prêt, lui. Hein. Et il le savait très très bien. Et ce qui m'inquiète, c'est comment ils ont géré cette deuxième vague, tout en sachant qu'ils auraient pu préparer le terrain, c'est-à-dire faire des hôpitaux comme ils ont fait en Chine. Et vu que on est en Europe, ne serait-ce que même avoir de l'aide des autres pays européens au niveau de la main d'œuvre, parce qu'en France, c'est vrai, peut-être qu'on manque de la main d'œuvre au niveau hospitalier. Et on manque de la main d'œuvre dans les hôpitaux, oui, mais c'est quoi? C'est suite à un plan politique qui date de pas aujourd'hui. On va pas mettre toutes les responsabilités à Macron, mais depuis Sarkozy, on a fait que fermer des lits dans les hôpitaux. Et puis pour prendre un petit peu des leçons de ce qui s'est déroulé lors de la première vague, on n'a pas ouvert un lit supplémentaire en réanimation. Et aujourd'hui, on se retrouve au bord de la saturation. Toute cette impréparation, en fait, qu'il faut pointer du doigt. Merci mon Mehdi en tout cas pour ton appel et pour toutes tes petites remarques sur le fait d'avoir laissé les enfants à l'école. C'est une bonne chose pour Mehdi. Antoine Alibert, justement, c'est toute cette impréparation que les gens ne comprennent pas. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que en Chine, en 10 jours, ils ont été capables de construire 2 hôpitaux pour faire face. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a vu que la Chine n'a pas de deuxième vague. Parce que la Chine a peut-être adopté la bonne solution en ne confinant pas. On n'a pas confiné tout le pays en l'occurrence, mais une partie du pays. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la Chine, elle n'a plus quasiment, elle a plus aucun cas, puisque l'endroit où ça a démarré, tout reprend, j'allais dire comme avant. Et cette impréparation que l'on souligne aujourd'hui, et on disait 4 mois, il n'y a pas eu un effort de fait dans les hôpitaux, pas eu un lit supplémentaire en réanimation.
Et aujourd'hui, alors qu'on nous disait le 14 juillet, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui nous disait que tout était prêt pour la seconde vague, on nous a menti. Alors, déjà sur la Chine, moi je serais tempéré sur toutes les informations qui viennent de Chine, mais ça c'est mon avis personnel. Mais pour en revenir sur la question de la préparation, et notamment par rapport à l'école, on savait que le virus circulait à la rentrée de septembre. Les protocoles sanitaires, nous, ont été allégés. Elles ont été allégées, mais surtout, on les a reçus quand ils ont eu tout l'été pour se préparer, le gouvernement. Nous, en mairie, très concrètement, à la ville de Paris, on était prêts, on cherchait pour dédoubler les classes, etc. Les protocoles sanitaires, on les a reçus 2 jours avant la rentrée. Comment voulez-vous que les professeurs y soient prêts? Là, pour la rentrée de la Toussaint, c'est pareil. On sait que la deuxième vague, la décision allait être prise pendant les vacances de la Toussaint. Qu'a fait Jean-Michel Blanquer? Rien. Rebelote. Les protocoles sanitaires pour lundi de novembre, on les a eus le 31 octobre, le dimanche. C'est inadmissible. Et ça, c'est multipliable sur tous les fronts. Effectivement, Jean Castex, on le disait tout à l'heure, il était chargé en tant que coordinateur interministériel de gérer cette pandémie. Il a été nommé Premier ministre. On se pouvait se dire, c'est pas mal, pour une fois, ils vont tirer les conséquences de la crise. Que dalle. Je suis désolé de parler comme ça, mais que dalle. On aurait dû directement appliquer la méthode qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire le triptyque protéger, tester, isoler. Et à côté de ça, on a complètement lâché les écoutilles après le confinement, de ce qu'on appelle le confinement de printemps. On s'est dit on va relancer l'économie. Ensuite, on a voulu faire un entre-deux, à la fois sauver l'économie tout en protégeant la santé. Et à la fin, malheureusement, on va avoir ni l'un ni l'autre. Et c'est dramatique. Et ça peut durer longtemps en plus. Ça peut durer longtemps. Là, c'est déjà pris trop tard, le problème. Est-ce que le fait justement d'avoir laissé les écoles ouvertes, ça ne ralentit pas le fait qu'on puisse en terminer le plus vite possible? Parce que dans les écoles, les enfants peuvent contaminer ou se contaminer entre eux et contaminer les profs et contaminer aussi les parents à la maison. Malheureusement, je suis assez d'accord avec cet avis. Moi, je pense que c'était... En fait, là, c'est pareil, on est face à 2 impératifs. Est-ce qu'on veut vraiment soigner, on veut vraiment éviter une deuxième vague d'une ampleur conséquente, et donc du coup, on refait un confinement drastique. Mais en même temps, on voit bien que derrière, fermer les écoles, et notamment pour toute une partie des écoliers et des parents, c'est ingérable, et à la fois de faire du télétravail et de faire suivre les cours à ses enfants. C'est clair. Et là, on entendait votre auditeur tout à l'heure dire, et vous aussi, que les profs n'avaient pas joué le jeu. Je sais pas. Par contre, je pense... je peux te le dire. Mais je pense qu'il y a aussi un problème. Il y a un problème de moyens aussi. Ouais. Les profs, ils n'étaient pas préparés. C'est ce que je disais sur les protocoles sanitaires. Et là-dedans, en fait, on est toutes les victimes, mais surtout les enfants, et comme tu me disais, de toute une génération qui, malheureusement, va peut-être cumuler des difficultés scolaires sur le long terme. On a ouvert les écoles, Antoine, pour permettre aux parents d'aller bosser, tout simplement? Ouais, pour aller bosser. Et puis là, c'est pareil. Il y a un vrai sujet sur les grandes entreprises qui ne jouent pas le jeu des consignes gouvernementales. Quand le gouvernement demande aux entreprises d'imposer au minimum 3 jours de télétravail, et qu'il y a des grandes firmes, je ne donnerai pas les noms, qui disent à leurs employés, ils sont bien gentils, le ministère, mais en fait, vous allez quand même... ça sera que 2 jours de télétravail. C'est inadmissible, en fait. Il faut que tout le monde joue le jeu. Et sinon, on n'y arrivera pas. Et là, on est dans un entre-deux de tout qui fait que moi, j'ai peur qu'à la fin, on ne réussisse sur aucun objectif et qu'on perde sur toute la ligne. Bon, ça promet en tout cas. Rudy, t'as regardé Jean Castex dimanche soir sur TF1? T'es pas le seul, il y en avait quelques millions. Qu'est-ce que t'en as retenu de cette intervention de Jean Castex sur TF1? Écoute, Jean Castex passait sur TF1 pour pouvoir s'exprimer un petit peu sur tous les sujets qui nous concernent en ce moment, la crise, et puis pour faire suite aussi aux attentats. Il y a, moi, un élément effectivement que je retire de cela et qui a d'ailleurs fait une petite polémique, je remarque, peut-être pas sur tous les médias, notamment les médias mainstream, mais en tout cas sur Internet et sur Twitter, ça a fait un tollé. Il s'est exprimé en ces termes, je vais le lire. Il a dit donc je veux dénoncer ici toutes les compromissions qu'il y a eu pendant trop d'années, les justifications à cet islamisme radical, 2 points, nous devrions nous autoflageller, regretter la colonisation et je ne sais quoi encore. Ça a de quoi faire sourire. Ouais. Et figure-toi que je suis passé à côté de la chose, mais c'est en scrutant un petit peu, en regardant sur Internet, que j'ai vu effectivement que ça faisait plutôt polémique sur les réseaux. Donc je pense qu'il convient de rappeler à notre Premier ministre, ex-monsieur déconfinement, que la colonisation, c'est évidemment quelque chose de regrettable. Pour la petite info, la colonisation n'a pas commencé au lendemain de la conférence de Berlin, comme certains pensent, en 18
1884. Elle a commencé au XVIe siècle. Les Richelieu et consorts pourraient l'affirmer s'ils pouvaient encore parler. Et elle a eu 2 phases. Premièrement, donc le premier espace colonial et le second espace colonial. Le premier espace colonial, c'était dès 1534 jusqu'à 1815. C'était la Nouvelle-France aux Amériques. Tu sais, le Canada, l'Acadie, devenue la Nouvelle-Écosse et la Louisiane. C'était aussi les Indes, avec des territoires comme Pondichéry. C'était les Antilles françaises, avec Saint-Domingue, devenu Haïti, la Guadeloupe et la Martinique, qui, grâce à l'esclavage, exportaient des tonnes de sucre et de café vers la métropole. Donc les gens qui dissocient l'esclavage et la colonisation, en fait, ne connaissent pas très bien l'histoire. Ensuite, il y a eu le Second Empire, le second espace colonial, c'est-à-dire, en fait, sous Napoléon Bonaparte, etc., de 1815 à 1946, c'était entre autres l'Algérie française, c'était les protectorats tunisiens et marocains, c'était l'Afrique noire jusqu'au golfe de Guinée, figure-toi, et c'est aussi les comptoirs Indochine, c'est-à-dire le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Bref, en quelques chiffres, la colonisation, c'était 12 347 000 km², c'est-à-dire sans compter la métropole qui faisait à l'époque 551 000 km², c'était 66 millions d'autochtones, et donc je compte pas la métropole. En 1939, c'était 66 millions, un peu plus de 66 millions d'autochtones. C'était le deuxième espace colonial le plus vaste du monde, après l'empire colonial donc, de Grande-Bretagne, et c'était aussi l'esclavage avec une population de 405 000 esclaves sur une population de 450 000 esclaves à l'époque, pour une production de 85% du sucre mondial. Ça veut dire que à Saint-Domingue, donc l'ancien Haïti, on produisait 85% du sucre mondial via la canne à sucre, etc. Ça, c'était en 1788. Donc la France tenait l'économie du monde, notamment par rapport au sucre. Donc la colonisation s'est faite dans le sang et la prise donc des pouvoirs, des territoires qui occasionnaient jusque-là souvent une guerre face à des insurrections pour finir aussi à des guerres d'indépendance. Bien entendu, je parle de la prise de l'Algérie. En 1830, si je ne m'abuse, le massacre de Sétif, on va dire plus récemment, la guerre d'Algérie, 1945. etc. Exactement. Les 2 guerres du Dahomey, dont on parle peu, 2 guerres qui ont permis donc à la France de prendre ce qui est devenu le Bénin aujourd'hui. On parle aussi de l'insurrection des Ménalaba au Madagascar, c'est-à-dire contre le régime colonial de l'époque. La mission meurtrière de Voulay-Chanoine, et là j'invite nos auditeurs à aller se renseigner, c'était au Tchad, où des villages entiers avaient été rasés de la carte avec des viols de femmes, des tueries d'enfants, et ça c'était en 1899. La France avait envoyé ses troupes pour pouvoir calmer ces militaires français qui avaient pété les plombs à cette époque-là. Il y a eu la guerre du Rif entre 1911 et 1927. Je parle aussi de la guerre d'Indochine entre 46 et 54. Je parle aussi de la guerre du Cameroun, tiens, très méconnue, avec le massacre de Ruben Oumniobé entre 1955 et 1962. On pourrait citer des tas d'exemples. En tout cas, si on prend de 1943 à 1967, cela fait des guerres coloniales la guerre la plus longue du XXIe siècle, soit 25 ans pour essayer de préserver les colonies contre les colonisés. Et on pourrait parler aussi des enfants métis de l'époque coloniale qui ont du mal aujourd'hui à pouvoir avoir des informations réelles sur tout ce qui s'est passé, etc. On parle de milliers d'enfants, etc. Bref. Quand j'entends effectivement Jean Castex parler donc de dire en fait qu'il faudrait pas qu'il faudrait pas en fait donc avoir honte ou en tout cas s'auto-flageller de l'histoire coloniale, en fait si, parce que dans le temps dans lequel nous sommes, si en plus on a du mal à regarder notre histoire coloniale comme étant une faute terrible en fait quand même pour des millions de personnes qui n'existent plus aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas encore une fois de faire, comme on dit, l'appel à la repentance, etc., mais quand même de considérer qu'il y a eu des conséquences à ces choses qui se sont passées et qui existent encore dans notre société, à savoir le racisme, etc. Et je pense que dans la fenêtre qui est de périodique qui est la nôtre en ce moment, c'est vraiment très très maladroit et j'espère que ce n'est que maladroit de sa part d'avoir eu cet écart sur le plateau de TF1. Donc maintenant la question que je pose à nos auditeurs, c'est quoi ? Est-ce pour vous une maladresse ou quelque chose de plus insoupçonné ? Maladresse ou pas, Antoine, pour Jean Castex, point souligné par Rudy Casier à l'instant ? Bonne question, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on est dans une stratégie de tension ou pas ? Franchement, j'en sais rien. J'étais le pavé dans la mare. Moi, je pense que le vrai sujet, peut-être si on fait le lien avec
avec ce qu'on se disait au début, c'est moins de se poser la question. À mon avis, si on connaît parfois des gamins, malheureusement, qui se perdent dans des chemins de radicalisation, et d'ailleurs de tous les côtés du spectre politique, c'est moins par rapport à des passions tristes de l'histoire ancienne que l'échec d'une promesse républicaine qu'on n'arrive plus à offrir. Et moi, c'est plutôt là-dessus, je pense qu'il faut qu'on travaille. Alors après, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis de notre histoire, il faut l'affronter. Je pense qu'on peut en parler. On a un peu du mal d'ailleurs à affronter notre histoire parfois. Ouais, on a du mal, je suis complètement d'accord. Mais je pense qu'il vaut mieux éviter de trop se focaliser là-dessus. Ça ne veut pas dire ne pas le faire, mais qu'il faut vraiment se concentrer sur comment la promesse républicaine, qui est quand même des beaux idéaux en France, de liberté, d'égalité et de fraternité, peut reprendre corps auprès de tous les citoyens. Quelle que soit leur origine. C'est surtout là-dessus qu'il faut se concentrer aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être là l'erreur de Jean Castex. Maître Maghrebi, sur le fait justement que la colonisation, que la petite bourde, on peut dire, de Jean Castex dans le journal de TF1 dimanche soir. Moi, j'y crois pas aux petites bourdes. Moi, je pense que c'était. Tu crois que c'était sciemment préparé ? Oui, moi, je pense que c'était réfléchi et c'était mesuré. Il savait très bien ce qu'il disait. Donc moi, par rapport à ça, moi, j'inviterais chaque auditeur à apprendre son histoire, à apprendre l'histoire de son pays d'origine et à apprendre l'histoire de la France. Parce que quand on a le savoir, on a le pouvoir. Donc face à ce genre de propos, quand on sait ce qu'il en est réellement, on n'en tient même plus compte. Après, oui, on va dire rapidement, comprendre un auditeur. Ouais, rapidement. Donc, je pense qu'en fait, quand Jean Castex le dit, en fait, ce qu'il veut dire en gros, c'est qu'on a justifié le terrorisme par le fait qu'effectivement, il y ait tout ce qui s'est passé par rapport à la colonisation, etc. Et c'est vrai que c'est pas totalement la vérité. Je veux dire, toutes les personnes qui sont radicalisées, bah oui, c'est pas parce que ils ont absolument rien compris. Évidemment, ils connaissent pas. Ils connaissent même pas leur histoire. Mais c'est pas pour autant qu'elles ne portent pas dans leur histoire, dans leur rapport à la France ou même dans leur univers familial, des questions qui se posent. Par exemple, des gens ils sont venus de l'étranger. Mais quand tu regardes par exemple un jeune Algérien dont ses grands-parents leur racontent la guerre d'Algérie et peut-être même que son grand-père a été un des tirailleurs, etc. Et ben lui, sans avoir vécu, il porte quand même quelque chose. Tu iras voir par exemple les petits-enfants des déportés de la Shoah, ils n'ont pas vécu la Shoah, mais pourtant ils portent en eux ces cicatrices du passé. Et là où en fait on a une faute, c'est qu'on refuse de voir ces cicatrices du passé en faisant comme si elles n'existaient pas. Problème de transmission. Un problème de transmission. Et tu sais, on a reçu Pascal Blanchard la dernière fois que j'ai invité sur l'émission. Tu vois, ça fait partie de ces personnes qui arriveraient à démocratiser cette parole pour non plus qu'on la regarde d'une manière douloureuse, mais comme étant un fait historique qui crée des réalités dans notre temporalité et qu'il faut traiter pour éviter d'avoir des problèmes. Mais effectivement, toute la radicalisation n'a pas pour corollaire l'histoire coloniale, évidemment. On va prendre un auditeur au téléphone avec nous au 01 40 33 9000. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Salut mon Abdel, comment ça va ? Ça va, j'espère que tu vas bien toi aussi. Oui, ça va mon Abdel. Fidèle Abdel. Oui. Alors, en fait, je voudrais poser une question à Maître Maghrebi, si tu me permets. Question à Maître Maghrebi. Ah, allez-y. Alors, Maître, voilà, moi j'arrive pas à savoir, d'autres personnes me disent oui, d'autres personnes me disent non, je voudrais une réponse claire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, des prêtres qui disent qu'aujourd'hui, que Charlie Hebdo a été beaucoup trop loin, que c'est du blasphème et qui sont pas d'accord du tout. On a même vu des rabbins s'approcher des imams. Et moi j'ai entendu que beaucoup de spectacles, beaucoup de livres ont été interdits et la cause a été trouble à l'ordre public. Comme par exemple, on retrouve sur Internet un des spectacles de Dieudonné, le motif à Lyon pour son spectacle qui a été interdit, c'est trouble à l'ordre public. C'est-à-dire on a estimé que le discours de Dieudonné pouvait engendrer le trouble à l'ordre public. Est-ce que cette condamnation, est-ce que en tout cas, est-ce que Charlie Hebdo rentre dans ce cadre-là? Puisque moi, quand j'emmène maintenant ma fille à l'école, je prends des dispositions, j'ai peur, je lui dis fais attention, ça trouble un peu ma vie habituelle en France, je suis pas bien. Donc j'estime qu'il y a un trouble à l'ordre public. Est-ce que si une plainte serait apportée devant les tribunaux français, elle serait recevable? Je pense qu'on va donner ton numéro pour qu'il y ait une affaire personnelle. Maître. C'est très compliqué de pouvoir vous répondre et je pense que c'est pour ça que vous n'avez pas eu une réponse tranchée à savoir oui ou non, parce que ce qu'il faut savoir au regard des spectacles qui avaient été faits notamment par Dieudonné, l'interdiction des spectacles avait en effet été interdite au motif de trouble à l'ordre public, parce qu'on considérait qu'à un instant T, à un jour donné, il risquait d'y avoir un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'instantané et d'immédiat.
Alors que là, par rapport à ce qui se passe au niveau des caricatures de Charlie Hebdo, etc., on est sur du continu. On n'est pas sur un événement soudain qui va avoir lieu à tel endroit, à telle heure, qui peut causer un trouble à l'ordre public. Donc je suis pas certaine que ça puisse aboutir. Vraiment, je suis pas du tout certaine. Est-ce que pour vous, le trouble à l'ordre public, puisqu'il y a eu des gens qui sont morts, qui n'avaient rien à voir avec Charlie Hebdo, est-ce que pour vous, le trouble public, il est avéré, puisqu'il y a des morts qui n'ont rien à voir avec Charlie Hebdo? Ben, c'est vrai que ça peut se poser, tu sais, il y a la jurisprudence par rapport à Versailles, tu sais, parfois certains films qui sortent là-bas et que t'as une communauté catholique qui se dresse, etc., t'as presque une jurisprudence qui fait que là-bas, ils arrivent à interdire des films au motif du trouble à l'ordre public, tu vois. Oui, mais là, le problème, c'est... comment on va justifier le trouble à l'ordre public et sur quoi on va se baser pour le justifier? Parce que là, eux, ce qu'ils invoquent, c'est leur liberté d'expression, la liberté de pouvoir dire et dessiner ce qu'ils veulent. En face, on a des personnes les risques, si vous voulez, les risques de décès qu'il y a. Là, on est sur j'ai presque envie de dire la radicalisation, même si j'aime pas ce mot. On est sur une idéologie, en fait, des personnes qui ont une idéologie et qui vont intervenir et qui vont être une menace pour l'État en raison de leur idéologie. Donc on n'est pas dans un effet de masse à proprement parler qui va toucher tout le monde. C'est là où il y a un problème. Si ça avait touché toute une... Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est compliqué. Juridiquement, c'est très compliqué. Ouais, bon, c'est pas recevable ta plainte. Il y a un autre truc aussi. Ça se tente, après tout est possible. Hein. Parce que, en fait, c'est le Conseil d'État qui est en capacité de pouvoir... en fait, motiver les chefs peut-être de troubles à l'ordre public, mais ça fait pas l'objet d'une plainte. C'est pas une personne qui va aller se plaindre pour dire ouais, il y a un risque au trouble à l'ordre public. Non, c'est le Conseil d'État qui va statuer en ce sens en réalité. Et puis aussi. Et ta question est un signe de radicalisation, Abdel. Fais gaffe. Mais surtout... Je vais appeler le numéro. Non, mais surtout aussi, il faut bien faire la distinction entre le secteur public et le secteur privé. Au niveau de la presse, on est sur du domaine privé. On est sur les juridictions privées. Alors que là, pour tout ce qui est trouble à l'ordre public, on est sur du droit administratif, on est devant les tribunaux administratifs, donc déjà, c'est deux juridictions qui sont complètement différentes et qui n'ont pas du tout le même objet. Puis moi, merci Abdel, vas-y Antoine. Je veux bien intervenir très rapidement. Bien sûr, fais comme chez toi, n'oublie pas que t'es chez nous. Les caricatures de Charlie Hebdo, ça tombe sous le coup de la liberté d'expression, ça peut choquer, ça peut heurter, mais après, la personne qui va troubler l'ordre public, c'est la personne qui, sur la base de s'être sentie insultée, va assassiner des personnes. Le problème avec les spectacles de Dieudonné... Ça trouble à l'ordre public, les caricatures, Antoine? Non, pour moi, non, je pense pas. Et par contre, les spectacles de Dieudonné, à la fin de sa carrière, Dieudonné, c'était aussi devenu un propagateur de discours de haine. Puis il y avait une sensibilité par rapport à son public aussi. Et voilà. Il y avait aussi cette question-là aussi. Et une conquérance des mémoires aussi, où il utilisait un peu les plaies mémorielles, il les mettait en concurrence entre elles. C'est-à-dire qu'on était dans une surenchère en fait. Dans une surenchère. Vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique là ou pas, Christophe? Il y a un enseignant en Belgique qui a été suspendu pour avoir montré les caricatures de Mahomet. Voilà. Et le motif de la suspension, c'était le caractère pornographique de ces caricatures. Et d'ailleurs, tu as Luc Ferry, pas Jules Ferry. Oui, c'est pas le même, non. Pas vraiment. Peut-être un aïeux. Mais Luc Ferry qui a dit récemment qu'il n'était pas d'accord avec ces caricatures par rapport... Très étonnant de lui, d'ailleurs. Voilà, caractère pornographique et qu'à la place donc, du défunt et regretté Samuel Paty, lui, il aurait parlé en fait de toutes les religions. Il aurait mis toutes les religions au lieu de mettre uniquement le prophète Mahomet en caricature. Bon, plein de choses. En tout cas, juste une petite parenthèse juste pour rebondir par rapport à ça. Lorsque ces images, juste pour reprendre, lorsque la plainte a été déposée par la personne qui avait diffusé les vidéos, lorsqu'il s'est rendu au commissariat pour expliquer. On parle de l'affaire Samuel Paty. Hein. Oui, pour expliquer ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs une plainte pour diffusion d'images pornographiques qui avait été posée. On était sur une plainte. C'est ça l'objet de la plainte. Oui, c'était parce que quand l'officier de police a vu les images, après je connais pas cet officier de police, mais quand il a vu les images, pour lui c'était diffusion d'images pornographiques à l'égard d'un mineur. En fait, c'était la plainte, mais après les vidéos qu'il a faites sur Internet, il était plus trop sur. Juste par rapport à la nature des images. C'est étonnant. T'as des images qui sont, t'as les moins de 12 ans, les moins de 16 ans, tu as interdiction de voir. Enfin. Après, il y a eu plusieurs caricatures qui ont été faites et il y a eu plusieurs, il y en a eu plusieurs et celle qui avait été montrée, en tout cas en l'occurrence ce jour-là,
selon l'officier, voilà, c'est la plainte qu'il a. Moi, c'est clair que les caricatures religieuses, c'est la non, liberté d'expression. C'est pas le sujet, Rudy. C'est pas le sujet, en plus, on n'a pas le temps. Dans un instant, puisque toi, tu parlais tout à l'heure. C'est pas terrible, quoi? Non, je dis voir montrer les parties génitales et des enfants, je trouve que c'est pas terrible, quoi. Franchement, c'est pas. Voilà. Bon, dans un instant, vous qui préconisez d'apprendre son histoire, on va voir si vous la connaissez au travers de quelques questions que j'ai à vous poser. Ça va, Antoine? C'est bien passé? Très bien. Bon, bah reste avec nous alors. Encore quelques minutes. T'es pas loin en plus, tu vas pouvoir venir plus souvent. Ouais, complètement. Sois le bienvenu, mon Antoine. Je suis dans les 1 km en plus, donc voilà. Je peux venir pendant le confinement. Puis c'est vrai que j'ai besoin d'écolo, moi, un peu dans l'équipe quand même. Faut faire un peu d'équilibre, toi. 01 40 33 9000 dans un instant. Quelques petites questions. Rémunération, ah oui, absolument. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. Le grand forum, les amis, ravi de vous retrouver en direct avec Maître Besma Maghrebi, avec Antoine Alibert, qui est adjoint à la mairie du 20e, en charge de la solidarité, des affaires sociales et du plan climat, monsieur Rudy Kazi, qui est lui conseiller municipal et ainsi que vice-président du collectif des élus binationaux. Alors je vous le disais, quelques petites questions à vous poser. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre, sachez-le. Antoine, Besma et Rudy. Quel palais a été inauguré? On est en 1958 à Paris. Est-ce que vous avez une petite idée? Quel palais en 1958 à Paris? À Paris. Quel palais a été inauguré? Vous, adjoint au maire Le palais d'immigration? Palais de Tokyo. Non, ce n'est pas le palais de Tokyo. Palais de Chaillot. Non, c'est pas Chaillot, Medjet. C'est pas Chaillot, c'est ni Tokyo. Quel palais, non, a été inauguré en 1958 à Paris? Porte-Maillot? C'est l'année de la Constitution? Non, du tout. Ouais, c'est le début de la 5e. Ouais, mais c'est pas ça. Mais c'est quoi? L'Élysée, il était déjà là. Ah oui, depuis longtemps, voyons. Monsieur l'adjoint au maire du 20e. C'est pas dans le 20e, déjà. Sachez-le. Joker, alors. Ouais, Joker. Bon, palais de l'UNESCO. Palais de l'UNESCO? Bah oui. Qui devient président du Chili? On est en 1970. Ah, il a un nom à consonance asiatique, non? Je ne sais pas. 70. Mince. Chili. Je sais pas, je connais pas assez. Quoi? Non. Non, c'est pas Pinochet. Okay. Salvador. Allende. Voilà, merci beaucoup. Qui devient président des États-Unis? On est en 1992. Clinton est une bonne réponse. Et d'ailleurs, c'est cette nuit. Oui, c'est vrai. C'est cette nuit qu'aura lieu l'élection américaine entre Joe Biden et Donald Trump. Biden, d'ailleurs, qui est donné vainqueur, à suivre de très près. Ouais. Trump qui n'attendra pas les résultats pour proclamer sa victoire. Je cherche à présent un empereur de Centrafrique mort en 1996. Un empereur que connaissait très bien Valéry Giscard d'Estaing. Bokassa, exactement, est une bonne réponse. Je cherche à présent un écrivain, mais aussi homme politique français, né en 1901. Il est mort le 23 novembre 1976. Non, ce n'est pas Camus. Attends. Alors pour ceux qui préconisent d'apprendre son histoire, j'ai envie de vous dire... moi j'étais nul en histoire. Ah oui? Ah oui, c'était un gaulliste d'ailleurs. Je ne sais pas. Malraux est une très bonne réponse. Antoine, on partage le point, je l'ai soufflé. Oui, on partage. Je l'ai eu au bac. On partage rien du tout, il a dit Malraux, t'as pas de attends, j'ai soufflé, il aurait pas trouvé tout seul. Je cherche à présent, et pour finir, un acteur américain né en 1921. Quelques indices. L'homme au masque de fer. Non. Les grands mercenaires, ou encore les 12 salopards, où il était une fois dans l'Ouest. Punaise. Un acteur très connu, né en 1921. Punaise. Il est mort. C'est Sean Payne? Non. D'ailleurs, on a perdu un grand acteur, Sean Connery, ce week-end. Oui, pardon. Ouais, c'est pas lui. Punaise. Acteur américain. Bah alors, l'homme au masque de fer, les grands mercenaires, les 12 salopards. Vous connaissez pas? J'ai un trou, je l'ai sur le bout de la langue. Il était une fois dans l'Ouest.
punaise. Charles Bronson. Bronson, exactement, Charles Bronson. Quand même. Un de mes acteurs préférés hein, dans les Maître westerns. Maghrebi, j'espère que tu connais mieux le code civil. Hein. Ah bah moi tout ça... Charles Bronson qui avait T'aurais dû me poser des questions sur la amérindiennes Constitution. d'ailleurs. Sur la Constitution, ah oui. Ça aurait été plus simple. Oui, bah écoutez, voilà. Comme par exemple le droit à l'accès aux soins qui est inclus dans la Constitution et ça les gens ont tendance à l'oublier. Très bien, bah merci beaucoup Voilà. de l'info, c'est bon à savoir. Bah vu le contexte sanitaire dans lequel on est et vu le manque de lits, oui, ils devraient le savoir les gens. Bon, je rappelle qu'on est en confinement, vous êtes 3 dans le studio, c'est n'importe quoi en fait. Personne ne respecte Plus, rien. d'ailleurs. On est 4. On est 4 avec Medjahed, 5 avec le chien, parce qu'il y a un chien ici, donc ça devient Tu du fais de la grand n'importe délation. quoi. Attention Ouais. Christophe. Hein. Ah oui, oui c'est vrai. Demain, Pierre-Henri sera avec nous, Razik Métiche, demain entre 16h et 18h. Merci beaucoup Antoine d'être Merci à venu, Antoine Alibert. Tu reviens quand tu veux? On prend Eh rendez-vous. vous m'appelez. Ouais, ok, ça marche. Merci mon Rudy. Merci Maître Maghrebi. Salut. Et dans Merci. 6 mois maintenant. C'est le confinement, je vais essayer de revenir avant. Ah oui, dimanche, oui. Bah oui, vous la déjà retrouvez dimanche pour parler droit. Tous les dimanches sur France Maghreb 2, elle répond à vos questions juridiques, Maître Maghrebi, Et quelles entre questions 15h et 16h. Des questions sur le droit de la famille, sur les droits des étrangers, sur plein de choses, quoi. Droit de la santé aussi. Droit de la santé aussi, puisque vous êtes docteur en droit de la santé d'ailleurs, faut-il le rappeler. Oui. Voilà. Merci à tous de votre fidélité. Dans un instant, Medjahed, et on va se régaler ce soir puisqu'il y aura Cherneri qui sera là ce soir dans quelques minutes. Donc ça va Et il sera blaguer. peut-être là dimanche, je crois. Qui Si je me trompe pas. Normalement, oui, mais. Ah bon? Parce que dimanche, c'est l'anniversaire de Medjahed. Sachez-le. Sachez-le. Je l'annonce. Donc si vous voulez envoyer des doigts pour son anniversaire, allez-y. Merci. Oula, on va se calmer. Dans un instant, donc Medjahed, bonne soirée à tous. Merci et rentrez bien chez vous. Soyez prudents et surtout essayez de respecter autant que faire se peut les gestes barrières et puis toutes les règles qui nous sont imposées. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pénible, mais bon, il faut en tout cas, quoi qu'il en soit, se confiner et essayer de respecter pour qu'on en sorte le plus vite possible de ce bourbier. Bon, retour à la mairie. Antoine, ou c'est fini pour aujourd'hui, ça y est? Non, on rentre à la maison. C'est bon, et ben on rentre à la maison. Besma rentre à la maison. Rudy aussi. Non, moi je rentre pas à la maison. Quoi? Une autre émission là Ouais. tout à l'heure. Moi je vais au commissariat. Oula, d'accord. Tu diras aux flics d'être sympas quand même, parce qu'ils sont un peu énervés, je trouve, en ce moment.